Quelle heure est-il, Étienne Klein? À ma montre, il est 8h05, 20h05. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est 20h05? Ben, ici et maintenant, il est 20h05. Ailleurs, ça dépend. Ça dépend de quoi? De l'endroit où on se trouve, du fuseau horaire, de la qualité de la montre. Oui. C'est vrai que vous avez plusieurs montres? Oui, j'en ai deux, mais les raisons sont faciles à expliquer. La première, on me l'a offerte, j'y tiens beaucoup, Ouais. Elle est très belle. C'est une montre de la marque Urban Jurgensen. D'accord, on fait un peu de pub. Et ce monsieur, Urban Jurgensen, c'était un contemporain de Galilée qui a inventé l'échappement. Et il a conçu une marque à Copenhague qui a été transmise de père en fils. D'accord. Et un jour, dans un livre, j'ai écrit le temps loge hors de l'horloge. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas plus de temps dans une montre qu'ailleurs. Et le patron de cette marque, qui s'appelle Helmut Kröll, il m'a invité à discuter de cette phrase, qui l'a troublé. On a passé une journée ensemble en montagne. Et à l'issue de cette discussion, il m'a nommé ambassadeur de la marque. Ah oui, vous êtes ambassadeur. Je porte la montre, mais elle n'est pas à moi. D'accord. Et j'ai pas le droit d'en dire du mal. Vous n'avez pas l'intention de toute façon. Mais en fait, elle ne marche plus. Ah, c'est pas vrai. Et donc, pour avoir l'heure, j'ai une autre montre. Mais quand elle marche plus, elle donne l'heure. Moi, je l'ai fait réparer, mais je pense qu'il y a un petit problème. Ou alors, je suis trop agité, peut-être. Je la secoue trop. Vous savez, quand on vous lit, transport physique, au bout d'un moment, vous avez tendance à devenir effrayant. Pourquoi? Parce que il faut que je me méfie de mes certitudes. Et ces certitudes, la seule chose pour m'en méfier, j'ai besoin de mon esprit, qui lui-même a construit ces certitudes. Oui, en fait, on est trompé par nos sens, qui sont pourtant bien utiles. Oui. Quelqu'un qui a des sens complètement en panne a une espérance de vie réduite. Oui. On est trompé par notre esprit, il y a toutes sortes de biais cognitifs qui nous leurrent. Mais le miracle, c'est qu'on a pu trouver des stratagèmes intellectuels pour échapper à ces tromperies. Mais avouez que c'est pas rassurant. Non, au contraire. Ah bon? Hyper rassurant. Et non, parce que la seule chose sur laquelle je peux m'appuyer, c'est mon esprit qui lui-même m'a menti. Ah, c'est quand même dingue. Bon, il est capable aussi de penser contre lui-même. Oui. Voilà. Et donc, le grand truc, qui est en fait l'acte de naissance de la physique moderne, c'est de considérer, au XVIIe siècle, que le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la Terre avec l'atmosphère, on n'est pas dans le vide. On voit le ciel depuis la Terre. En tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps. Ce monde est tellement particulier dans l'univers, il a des conditions physiques tellement singulières que nous, enfermés dedans, on croit que les phénomènes sont régis par des lois qui ressemblent aux phénomènes. Et c'est toujours faux. Et donc, il y a des physiciens, le premier c'est Galilée, qui ont compris que si on veut comprendre les lois de l'univers, il faut sortir du monde par la pensée pour comprendre des lois universelles, qu'ensuite on utilise pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Par exemple, dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce qu'on voit. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai dans notre monde. Oui. Mais on en déduit que la gravité est plus forte pour les corps lourds que pour les corps légers. Que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Mais dans le vide, c'est pas vrai. Ailleurs, dans un autre Donc monde. si on était dans le vide, on verrait qu'ils tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Autrement dit, cette loi de la chute des corps, 1604, oblige à réinterpréter la façon dont nous voyons les corps tomber dans notre monde avec une atmosphère qui est ce qu'elle est. En disant, il y a la gravité qui les fait tous tomber de la même façon, à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Mais s'ils tombent ailleurs que dans le vide, il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que nous constatons. Donc on avait eu tort de faire porter à la gravité des effets qui ne viennent pas d'elle. Ça, c'est XVIIe siècle. Et déjà, il fallait s'échapper de ce que nous montre notre œil et plutôt exactement. il faut trouver des stratagèmes intellectuels pour que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Pas simple. Mais c'est génial. On est ici au musée des arts et métiers, dans la salle des instruments scientifiques. Et là, il y a des horloges. Est-ce que vous êtes complètement obsédé par le temps? J'ai été, disons, obsédé, c'est un grand mot, mais j'ai été travaillé par le temps pendant très longtemps. Mais ça, c'est Étienne Klein ou c'est le moindre physicien qui se respecte En fait, il y a très longtemps, j'ai eu un problème de santé, disons. Et pendant quelques mois, j'ai vécu dans une certaine, appelons ça une
incertitude existentielle. Ouais. Et mon rapport au temps a été complètement transformé pendant cette période. Et quand j'en suis sorti, de façon très naïve, je me suis demandé quel était le rapport entre le temps physique, qu'on représente mathématiquement par la lettre petit t, qu'on retrouve dans les équations. Ouais. Quel rapport y a-t-il entre ce temps et notre façon de vivre le temps ou d'en parler? Et ça a amené la rédaction de quelques livres. Ouais. Pendule astronomique de Galland. On peut être un peu fétichiste quand on est physicien dans des objets comme ça. Mais en fait, moi, j'ai un rapport distancié avec les horloges. Ah bon? Parce que je pense que les horloges ne montrent pas le temps, en fait. Elles transforment des durées en un mouvement dans l'espace, le mouvement de l'aiguille. Ouais. Donc elles transforment une durée pure en un mouvement dans l'espace. Elles ne montrent pas le temps. Le temps, c'est ce qui fait que Oui, mais les instants se renouvellent. a besoin de Oui. connaître le temps. Donc Mais c'est là aussi un stratagème. Non, mais les horloges montrent l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, à Mais l'heure. elles ne montrent Oui. pas le temps. Non. Ouais. Regardez, une durée. Oui. Une durée, c'est... Prenez une durée de... Donc là, vous vous dites pas, tiens, c'est fascinant. Si, c'est fascinant. D'un point de vue mécanique, c'est du génie humain en acte. Ouais. Je dis simplement que ça ne montre pas le temps. Oui. Voilà. Prenez une durée, par exemple Oui. 3 minutes. Oui. Elle est constituée d'instants qui se succèdent, Oui. qui n'existent pas ensemble. Deux instants ne peuvent pas exister ensemble, Oui. ils se Oui. succèdent. Oui. Oui. Donc quand on parle d'une durée de 3 minutes, on se la représente comme un segment sur un cadran. Oui. Donc on le traduit en espace. Oui. Mais il y a une différence. Quand vous prenez un segment dans l'espace, tous les points d'espace qui le constituent existent ensemble. Ils coexistent. Oui. Tous les points sont là. Alors que tous les instants du temps ne sont Ils ne sont pas là ensemble. ensemble. Donc, on rend la durée familière en la projetant dans l'espace. Mais en la projetant dans l'espace, on la trahit. On avance un peu dans le musée, ou on descend dans le musée. Le temps avance. Donc Oui, il faut... et nous aussi. Quoique peut-être pas d'ailleurs, vous allez me l'expliquer après. Mais un être humain, vous nous le dites là-dedans, je vais vous parler des certitudes en commençant. Ouais. Un être humain stable, psychologiquement stable dans notre société, a besoin de certitudes. Vous vivez dans les incertitudes et vous cherchez Non. ces incertitudes. Mais je ne suis pas d'accord. Ah, si, Les lois parce physiques que sont beaucoup plus sûres. j'appelle que... l'ascenseur. Non, les lois physiques, ne dites pas que le principe de relativité, par exemple, il est incertain. Oui, mais là, je vous dis, je vous parle d'une montre, du temps, hop, Riyad est avec nous. Et tout de suite, vous voyez d'une certaine manière Non. Il y a des choses ce qui n'est pas visible par notre œil. Vous voyez Non. ce que je veux dire? Il y a la science et il y a la recherche. Oui. La science, c'est ce qu'on sait. Ouais. C'est les bonnes réponses à des questions bien posées. Oui. On peut les contester, on peut en douter, mais pour les critiquer, il faut vraiment avoir des arguments scientifiques. Ouais. Vous ne pouvez pas contester un résultat scientifique par l'invocation de votre bon sens, de votre ressenti, de votre Non, sensibilité. théoriquement, non. D'accord. Mais je suis bien d'accord avec vous. Par exemple, l'atome existe, ça Oui. va. Oui. C'est une question tranchée, Oui. qui a été longuement débattue, mais elle est maintenant Elle tranchée. est tranchée. Je sais pas, la Terre est ronde, ça va. Oui. On en parlera, mais ça va pour moi. Mais ça va Oui, pas pour toi. bon. Oui. En tout cas, je pense que ça va. Oui. Mais ce corpus de connaissances qui constitue la science, il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et le doute, qui est le moteur de la recherche, c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas qu'on fait de la recherche. Ce doute, il est lié à la connaissance. C'est le fait de savoir que personne ne sait. Et quand on confond la science et la recherche, comme on le fait souvent, hélas, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Tiens, il y a les équations de relativité là. Voilà, E égale mc2, Ouais. avec le coefficient qui va bien. Donc ça montre comment l'énergie d'un corps, d'une certaine masse, varie quand sa vitesse augmente. Et ce qu'on voit, c'est que quand la vitesse s'approche de la lumière, de celle de la lumière, l'énergie devient très grande. Quand vous voyez ça, parce que moi c'est une forme de charabia pour moi. Pour vous, c'est très évident, Oui, très mais- clair, ou ce ne sont que des chiffres marqués et des... Non, E égale mc2, c'est une formule ultra puissante, Oui, qui est parfois mal comprise, mais si on a du temps, on peut l'expliquer très facilement. allez-y.
Ben, en fait, Einstein, Pas trop de temps quand même. Hein. Non. Ouais. Quoique Non. le temps, vous avez dit que de toute façon... En gros, en juin 1905, Einstein publie un article dans lequel il y a cette théorie qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte. Ouais. Ensuite, il part en vacances, Oui. après la publication, avec sa femme et leur premier enfant. Ils vont en Serbie, là où habite la famille de son épouse. Et là, pendant tout le mois d'août, Einstein se pose des questions sur ce qu'implique sa théorie. Ouais. Et au mois de septembre, il a compris que sa théorie implique qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse. Par exemple, si vous prenez un métal que vous chauffez, il émet de la lumière. Oui. La longueur d'onde de la lumière dépend de la température. Oui. La lumière n'a pas de masse. D'accord. Donc quand vous chauffez un corps, il émet de la lumière tout en perdant de l'énergie, mais sans perdre de masse, puisque la lumière n'a pas de masse. C'est-à-dire que la lumière qui s'échappe, Elle n'a pas de masse. donc l'objet garde sa masse. Donc il garde sa masse et il émet de l'énergie. Ouais. Ben, ce raisonnement qu'on vient de faire ensemble, Ouais. il est faux. Ah oui, alors là, vous Parce me que posez un ce problème. qu'a montré Einstein, c'est que dès lors que le corps perd de l'énergie, même s'il en perd sous une forme qui n'a pas de masse, il perd de la masse. Autrement dit, on peut perdre de la masse sans perdre de la masse. Dites ça à ceux qui font un régime. Venez, on passe par là. Voilà. On vient de traverser deux galeries passionnantes, parce que je vous écoute, mais là, c'était la mécanique, et avant, c'était l'énergie. Ouais. Ben là, on est dans les moteurs, là. Regardez-moi ça. Là, c'est Clément Ader. Ouais. Un homme a un jour volé là-dedans. Donc c'était à 1893 jusqu'en 97. Le premier vol, enfin vol, il n'a pas été très haut quand même. Hein. Mais c'était encore l'époque où on pensait qu'il fallait imiter les oiseaux. Quoi. Oui, parce que ces ailes ont l'air de pouvoir se mouvoir. Ouais. Moi, j'y serais pas allé. Vous êtes sûr? Sûr. Ah, mais après coup, Après coup, toujours pas. enfin, avec beaucoup de Avec- tests préalables. Ouais. Et, J'aurais pu être le et mi- peut-être un verre d'alcool. J'aurais pu être le millième, par exemple. Ah oui. Encore, regardez. Oui, vous avez un rapport distancié. Vous me dites. Bon, par exemple, les horloges sont associées au tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Ouais. Et vous savez de quand date le tic-tac? Non? Du XIIIe siècle. Avant, elle faisait Non. pas de bruit. Non. Donc c'est un bruit forcé. L'invention du tic-tac, Ouais. qu'on associe au passage du temps, c'est XIIIe siècle. On sait pourquoi? Oui, c'est la fabrication d'horloges de l'époque qui faisait ce bruit. Est-ce que le temps dont on me parlait en cours de philo et le temps dont on me parlait en cours de physique sont les mêmes? Ben ça, c'est une excellente question que je me suis posée quand j'étais élève de terminale. Le professeur de philosophie nous parlait du temps, des grands systèmes philosophiques, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Bergson, Merleau-Ponty, Toute époque. Heidegger. Et puis le prof de physique nous disait, ben voilà, le temps, c'était... Et moi, entre les cours, à la récréation, quand on passait du cours de philo au cours de physique ou l'inverse, Ouais. je me demandais, mais est-ce qu'ils parlent de la même chose ou pas? S'ils ne parlent pas de la même chose, pourquoi c'est le même mot? Et si au contraire, on considère qu'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Et à l'évidence, c'était non. D'ailleurs, même chez les philosophes, ils ne parlent pas du tout de la même façon. Aristote ne parle pas comme Kant, qui ne parle pas comme Bergson. Et donc je me demandais, mais à qui je dois accorder ma confiance dès lors que c'est la question du temps qui m'intéresse? C'est là que ça a commencé vraiment à mûrir chez moi. Cette balance entre philosophie et physique. C'est pas une Est-ce que balance, vous- c'est que moi je pense qu'il y a des résultats de physique qui, si on les prend au sérieux, viennent modifier l'ensemble des réponses possibles à des questions philosophiques. Et Ce qu'on inversement. appelle des découvertes philosophiques négatives. Mais inversement. Et la philosophie peut évidemment, quand il s'agit de concepts qui sont désignés de la même façon, dans un champ et dans l'autre, elle permet de problématiser des résultats de physique. On va dans un endroit, c'est extraordinaire. Les pendules de Foucault. Oui. Ah. L'un des pendules de Foucault. Pas celui du Panthéon, celui-là. C'est pas loin, c'est pas. Ouais, mais l'endroit est génial. Ouais, ça c'est. Ah, ça s'éteint quand on arrive. En fait, c'est
C'est la version mécanique du boléro de Ravel. C'est hypnotique. On peut rester là pendant... On peut rester là pendant des heures à attendre qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il se passe toujours la même chose. Pas presque, puisqu'il y a une rotation dans le plan. On a fait une émission avec Jean-Michel Blanquer au Panthéon et j'ai tenté d'expliquer le principe du pendule, mais je pense que vous le feriez beaucoup mieux que moi. Ouais, en fait, ça a démontré que la Terre tourne sur elle-même et on a pu mesurer à quelle vitesse elle le fait. Parce que le mouvement est régulier, il n'y a pas de rotation. Il est toujours dans un axe. Dans le même axe et c'est la Terre qui tourne autour. Et donc l'axe dans une heure, quand on revient, il ne sera plus sur la même lettre. Là, il est sur art de ce côté-là et sur métier de l'autre côté. Exactement. Et donc, c'est une expérience qui invite à la patience. Et là, il y a des... Ouais. Là aussi. Il y a des belles choses. En parlant de ces véhicules, on va en prendre un dans un instant. Vous le dites dans le livre. Nous, on fait une émission en déambulation, on discute. Est-ce que c'est pour ça que les gens disent des choses passionnantes de notre émission? Je vous dirai ça après. Parce qu'ils parlent en marchant. Ah mais moi, je l'ai écrit. Je pense qu'on est fait pour marcher, pour bouger, pour se dépenser. Et je pense, un peu comme Nietzsche, qu'il faut se méfier de toutes les idées qui ne naissent pas à l'air libre d'un effort musculaire. Donc, alors que d'autres pensent le contraire. Moi, je respecte. Oui, c'est ça. On va en parler longuement, mais rapidement, vous dites que bon, certains peuvent penser que obligé d'entretenir, attention Riyad, d'entretenir une condition physique grandiose pour penser, qu'on n'est pas obligé de se mouvoir pour penser. Vous le dites, bon voilà, certains disent ça. Et après, vous développez pendant 30 pages l'inverse. J'ai un petit penchant. Ouais. Non, il y a des gens qui défendent l'idée que pour vraiment bien penser, pour que la pensée pure s'exprime dans un cerveau, il faut mettre le corps à distance, s'asseoir et faire comme si on n'avait pas de corps. Les Allemands, ils ont même une expression pour dire ça, c'est la Sitzfleisch, la viande assise. Ouais. Vous asseyez votre viande, vous maintenez la tête de telle sorte qu'elle surnage nettement au-dessus de la viande, et là on pense. Là, on pense. Est-ce que c'est par là qu'on sort? Ouais, ça a peut-être l'air d'être par là. Je découvre, hein. Riyad, attention, on s'enfonce dans les... Ouais, je pense que c'est celle-là. Hein. On va aller voir. Ah voilà, c'est parti. Ah non, on n'est pas au bon endroit, je crois. Je crois qu'on n'est pas sorti à la bonne porte. Hein. Si, c'est là. Ah, c'est là? C'est là, je crois. Ah, on n'est pas dans la cour, si? On va voir, on découvre. Vous connaissez un peu ici? Je ne pourrais pas vous servir de guide, mais je suis déjà venu dans l'amphi. Ah, regardez, là, il y a peut-être la possibilité de sortir. Bibliothèque. Allez-y, je vous en prie. Salade. Bonjour monsieur, excusez-moi. Où est la sortie, s'il vous plaît? Ah, pardon. Ah, la sortie? La sortie? Ah, pardon, merci. Ah, non? La sortie, c'est où? La sortie, to go out. Ah, ok, thank you. Parce que vous expliquez cette notion de mouvement qu'elle permet de penser, de réfléchir. Mais vous vous en donnez en transport physique une expérience personnelle. Vous expliquez cela par votre expérience personnelle. Ben oui, parce que le rapport qu'on a avec son corps, c'est pas quelque chose qu'on découvre en lisant des livres. On le vit d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai toujours eu besoin de me dépenser physiquement, simplement parce qu'au bout de 2 ou 3 jours sans le faire, je sens que les courbatures me manquent. Oui. J'ai un besoin de courbatures. Voilà. Et d'accord, vous avez un besoin de courbature, mais est-ce que vous sentez votre esprit se ramollir? Non, mais ce que je sens, par exemple à une époque, je devais rédiger chaque semaine une chronique. Oui. Pour France Culture. Ouais. Et j'avais toujours un petit stress, est-ce que je vais avoir une idée?
Et puis en fait, je faisais ce travail le samedi. J'allais courir le samedi matin. Et je savais qu'en rentrant, j'ai validé. C'était systématique, de sorte que l'angoisse a disparu. Par la course. Je savais que à l'issue d'un petit footing d'1 heure au parc Montsouris ou à la cité universitaire, je savais que l'idée viendrait. Mais le footing, maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand. Parce que vous faites des trails en montagne. Ouais, mais je m'entraîne pas beaucoup. Hein. Ah non? Je m'entraîne surtout l'été avant la course. Ouais. Mais... Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Ah bah tenez, on a... Merci beaucoup, Soria. Merci beaucoup. Ah bah voilà. Ah, merci. Je vais te charger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Ouais. Ah, super. Vous avez gagné un petit tote bag. Comme on dit. Non, Il y a un livre dedans. Un livre. Le livre. Venez, notre véhicule est là. Hop, Musée des arts et métiers. hop. On va pour rentrer par l'autre côté, Riyad. Tenez, je vous laisse rentrer pour aller en face. Là? Ouais, vous pouvez aller ici. Installez-vous, vous avez un peu d'eau sur votre gauche. Et donc cette petite course s'est transformée en grande expérience kilométrique. Oui. Et vous expliquez que votre corps et votre esprit parfois se détachent l'un de l'autre. Et Oui. qu'il n'y a pas toujours la même réponse de l'un et de l'autre. Bah oui, parce que y a des cas où on se sent bien, des moments où ça va pas du tout. Et donc il y a 1000 expériences possibles quand on fait une course très longue en montagne. On peut se sentir unifié avec un corps et un esprit qui sont solidaires, Ouais. dans une sorte de monisme complet. Et puis à d'autres moments, au contraire. Attention au micro, Étienne. Voilà. Exactement. Ah C'est oui. bon comme ça, Riyad? On entend À mieux, d'autres ouais. moments, il y a une dissociation. Ouais. Le corps et l'esprit se séparent et la question est alors qui va prendre le pouvoir. Qui prend le pouvoir? Mais il faut que ce soit l'esprit, s'il est en Ah, forme. toujours. Parce que le corps, il y a forcément un moment où Ouais. il Là, ne comprend pas a très bien le goût. projet, et il envoie des signaux disant que ça serait bien d'arrêter. Hum. Et il faut que l'esprit ait suffisamment de ressources pour dire non, n'y pense pas. Le projet est spécial, tu ne peux pas le comprendre, mais si tu m'aimes, suis-moi. Est-ce que ça marche à tous les coups? Ben non. 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 Non, mais quand ça marche, on termine. Est-ce que dans une société qui se sédentarise, il y a un danger de ne plus penser? Et donc de ne plus progresser? Alors moi, j'aime pas parler de la société en général, parce que vous dites qu'elle se sédentarise. En même temps, on voit de plus en plus de gens, me semble-t-il, qui font des sports d'endurance. Oui, c'est pas faux. Il y a de plus en plus de gens qui courent, qui participent à des compétitions. Non, mais est-ce que dans le C'est même même temps, il y a difficile aussi maintenant de s'inscrire à un marathon, tellement il y a de... Ouais, est-ce candidats. qu'il n'y a pas aussi de plus en plus de gens qui ne bougent plus, qui Oui. ne font rien, qui Voilà. font des métiers assis, statiques, Voilà. qui sont Donc- devant la télé, les jeux vidéo Donc et ça veut dire autres? qu'on est très inégaux dans le rapport que Tout à nous fait. avons Tout à fait. avec l'activité physique et le mouvement en général. Moi, j'ai pas de conclusion générale. Je m'inquiète quand je vois des adolescents dont on dit qu'ils ont des dépenses caloriques journalières extrêmement basses. Ouais. Et je pense que adolescent, quand l'esprit se forme, quand le corps se structure, c'est bien de se dépenser un peu. Mais ça, c'est très terre à terre, très court finalement à l'échelle de l'humanité. Mais est-ce que dans, je sais pas, des milliers d'années, l'homme n'arrivera plus à faire progresser la science, à faire progresser même l'art peut-être, la culture, parce que il a arrêté de bouger? Si vous faites un lien par exemple entre la chasse, C'est pas moi qui le fais, mais il y a beaucoup de gens qui disent que finalement, le sport et la science sont deux produits dérivés de la chasse. vous nous expliquez ça? Parce que nos lointains ancêtres, Oui. qui n'étaient pas les animaux les plus forts de la planète, Non. avaient besoin de parcourir de longues distances, de beaucoup courir, pour échapper aux animaux prédateurs et pour en chasser d'autres. Et ils ont développé comme ça des capacités physiques, notamment d'endurance, Mhm. qui sont très particulières. L'homme est très endurant. D'accord. Je ne dis pas que tous les humains sont endurants, hein, mais Oui. il n'y a pas d'animal qui soit plus endurant que les plus endurants des humains. On est des bipèdes, on a une colonne vertébrale en S, ça nous permet de courir. On a une cage thoracique, comme on est bipède, qui est refroidie par l'air, donc on peut évacuer la chaleur. On a des glandes sudoripares sur tout le corps qui permettent d'évacuer
La chaleur, Alors ça donne de la transpiration s'évapore, ça nous refroidit. Bon, bref. Alors tout ça, c'est une question physique on est qu'on a confronté. développée. Oui, mais quand on fait de la chasse, Oui. on voit pas toujours le gibier. Donc parfois, il faut intellectualiser les mouvements, les va-et-vient des bêtes qu'on chasse. Oui, oui. Il faut faire de la chasse que certains appellent spéculative. Ouais. Il faut raisonner. Il faut faire des expériences de pensée. Et ça a donné la science, le principe de causalité, etc. Donc vous pensez que s'il y a des centaines de milliers d'années, certains ont chassé, Einstein a pu... Ouais. Einstein doit indirectement beaucoup de choses à la chasse. Et donc je m'inquiète du contraire. Est-ce que dans des centaines de milliers d'années, on sera incapable de développer parce qu'on ne chasse plus? Comme si vous pensiez que je suis capable de prédire ce qui se passera dans quelques milliers d'années. Ah mince, j'attendais. Sachant que ce qui va se passer dans le futur va dépendre en partie de ce qu'on va faire. Oui. Et comme on ne peut pas prédire ce qu'on va faire, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Alors il y a une question qui prolonge en ce moment, c'est un grand sujet en ce moment, la question de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, pendant très longtemps, je ne me suis pas vraiment intéressé à l'IA parce que le mot intelligence, dans l'expression intelligence artificielle, c'est le mot anglais. Oui. Et c'est pas le même sens que le mot français. Ah bon, pourquoi? Intelligence en anglais, c'est le traitement de l'information et la gestion des données. Oui. Pensez à Intelligence à Service. la CIA. Voilà. Oui, d'accord. C'est pas des gens spécialement intelligents, c'est des gens qui traitent des informations. D'accord. Et donc je me disais, bon, c'est un abus de langage. Oui. Mais quand on voit les prouesses de l'IA, évidemment, on est obligé de réviser ce jugement initial. Même si l'IA ne fait pas ce que l'intelligence au sens français du terme peut faire, c'est-à-dire l'IA n'est pas capable de discernement, elle ne sait pas distinguer le vrai du faux, elle ne peut pas inventer de concept, elle ne peut pas faire des expériences de pensée. Pour l'instant? Pour l'instant, voilà. Mais ça l'empêche qu'elle mime l'intelligence, de sorte que quand nous discutons avec elle, pensez par exemple à ChatGPT, on a l'impression que la machine qui nous répond est intelligente. Oui. Alors même qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'elle raconte. Non. Et donc c'est quand même ça qui est vertigineux, c'est qu'une machine qui est asémantique, qui ne comprend pas ce qu'elle débite, produit des choses que nous comprenons comme étant des choses intelligentes. Est-ce que trop s'appuyer sur l'IA, c'est un peu la même question, va nous ramollir et physiquement et intellectuellement? Mais est-ce qu'on va déléguer ou au tellement contraire de choses à l'IA que ça va démuscler nos cerveaux et on va perdre en compétences? Première option. On sera des assistés en permanence, Oui. on sera toujours en train de devoir solliciter de l'IA pour savoir quoi faire et peut-être même quoi penser. Ou bien au contraire, face à cette concurrence technique qui vient nous bousculer, y compris les métiers intellectuels qui se croyaient protégés de la robotisation. Oui, c'est vrai, on disait beaucoup, attention dans les usines, on va supprimer des emplois. Ouais, en fait cette IA nous aide. Mais ce qui nous aide nous menace, puisque ça nous fait concurrence, ça pourrait nous dévaluer. Et donc la question c'est, est-ce que l'IA qui nous concurrence, dans beaucoup de secteurs, va nous obliger à nous retrancher et à nous doper en fait dans des tâches spécifiquement humaines que l'IA ne peut pas copier. Est-ce qu'il y a des précédents comme ça dans l'histoire où il a fallu que l'homme se réinvente? Moi je cite l'exemple donné par François Julien avec la photographie. La photo. Quand on a inventé la photo au XIXe siècle, les artistes peintres se sont sentis menacés. Bien sûr. Ceux qui faisaient des portraits ou des tableaux de paysages, et ils ont inventé l'abstraction. Eh oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire la même chose? Vous êtes confiant, vous? Il y a des jours où je suis très pessimiste, et il y a des jours où je me dis pourquoi pas. Je suis pas stabilisé. Pourtant là, on est immobile, on ne bouge pas, on aurait pu y aller à pied, ça nous aurait permis de mieux réfléchir. Ouais, on aurait été plus vite. Ouais. Et vous dites aussi que même en étant assis là, on n'est pas vraiment immobile. On est à fond. On est à fond dans l'espace-temps, oui. C'est-à-dire que ce que montrent les équations d'Einstein, c'est que quand on est immobile dans l'espace, en fait, on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Et quand on se déplace à une certaine vitesse dans l'espace, on ralentit la vitesse avec laquelle on va vers le futur. Et pour que ça se voie, il faut des vitesses quand même conséquentes.
Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, les quelqu'un. Vous agitez à l'intérieur de votre cerveau, visiblement, des théories scientifiques, des raisonnements philosophiques. Est-ce que vous avez parfois l'impression de devenir fou? Comment ça se passe? Parce que tout ça est une source d'instabilité. Je veux dire, je reviens à ma question de tout à l'heure. Ça n'est pas forcément noir, dur, mou, rapide, lent. Tout est Bon, mouvant, déjà, changeant. quand on devient fou, on ne se rend pas compte de soi-même. Oui. Donc, je ne peux pas vous le dire, mais moi, j'aime quand même beaucoup l'idée. Ouais. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur au départ. Et regardez, un ingénieur, c'est quelqu'un qui apprend la physique. Oui. Donc, il apprend des lois universelles, Oui. des lois qui valent dans l'univers, partout. Oui. Et ensuite, il va utiliser ces lois pour construire dans notre monde des machines, des objets techniques. Et donc, c'est quelqu'un qui fait la médiation entre l'univers et le monde. Parce que les machines qu'il construit sont des machines qui sont naturelles, au sens où elles obéissent aux lois de la nature. Oui, ça c'est une question que vous abordez dans le livre. Est-ce que la machine est artificielle ou naturelle? Mais elles sont artificielles puisqu'elles n'existent pas dans la nature. Et je trouve que il y a cette espèce de mouvement de transport des lois physiques dans notre monde pour changer notre monde, c'est quelque chose qui ne rend pas fou, mais qui donne le vertige. Il fallait en écrire un livre. D'ailleurs, moi, je me demande, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Je me demande pourquoi les gens, comment ils font pour ne pas s'intéresser à la physique. Parce que voir que toutes les lois physiques, y compris celles qu'on apprend au lycée, les plus simples, disent le contraire de ce qu'on observe. On voit les corps lourds tomber plus vite que les plus légers. C'est-à-dire qu'il faut être capable de penser contre soi-même, et de ce qu'on voit. Oui, il y a le principe de relativité de Galilée. Ouais. Le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, en ligne droite, à vitesse constante, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. On apprend ça en classe de seconde, je crois. Ouais. Quand on lit ça, on se dit mais pourquoi j'achète mes billets de train? Pourquoi je paye? Le mouvement est comme rien. Ouais. Et ça permettrait de ne pas payer son billet à la SNCF. Il y a un deuxième morceau dans la phrase. Galilée ajoute « Et l'immobilité est un mouvement partagé ». Et donc là, il faut racheter son billet. Là, je suis immobile par rapport à vous, oui. On est mobile par rapport à la route, ou par rapport au soleil. Donc on est immobile, mais parce qu'on partage le même mouvement, mais on n'est pas immobile dans l'absolu. Il n'y a aucune possibilité d'être totalement immobile? Non, pas dans l'absolu. Ouais. Vous ne pouvez pas dire d'un référentiel qu'il est absolument immobile. Il est mobile par rapport à un autre référentiel en déplacement par rapport à lui, qui a le même statut que lui. Il y a une démocratie des référentiels. Il n'y en a pas un dont vous puissiez dire qu'il a des propriétés que n'ont pas les autres. Et c'est en ça que je reviens sur cette question. Je me dis, mais vous cherchez le problème. Puisque il est plus facile de vivre dans un monde où je vois que je suis immobile, que c'est clair et net, lorsque je le suis. Voyez. Mais moi, j'ai vécu comme ça quelques années. Quand j'étais enfant, je ne savais même pas que j'avais un cerveau. Ouais. Donc je voyais le monde, je voyais mon corps, je sentais mon corps. Et je disais, voilà, il y a moi, et puis il y a le monde. Et le monde, il est comme je vois qu'il est. J'aime beaucoup. Et puis, on apprend, je ne sais pas à quel âge, qu'on a un cerveau. Oui. Et la question, c'est qu'est-ce que fait le cerveau à notre rapport au monde? En quoi est-il fiable dans sa façon de nous présenter le monde? Je cite dans le livre un truc que connaissent bien les neuroscientifiques, la vision par exemple. Oui. Moi on regarde ensemble, on voit autour de nous. Ouais, là je vois Riyad, il est habillé en noir, mon œil me le dit. Ouais. En fait on voit en couleur, mais là on voit pas beaucoup de couleurs, mais on voit en couleur et les images sont nettes dans tout notre champ de vision. Tout à fait. Mais regarde, si on regarde ce que voient les yeux, en fait c'est à l'intérieur d'un disque qui a la taille d'une pièce de monnaie à une distance d'1 mètre. Ah oui, mes yeux ne voient que ça. Ouais. Ils voient que ça net et en couleur. D'accord. Tout le reste, c'est flou en noir et blanc. Ouais. Et c'est le cerveau qui travaille cette image imparfaite pour construire l'image que nous voyons. Donc l'œil ne fait pas tout le boulot. Le cerveau complète. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des fois, au lieu de compléter, il évacue? Ah, c'est possible. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Non. Les atomes, on ne les voit pas. Les particules, on ne les voit pas. Les trous noirs, on ne les voit pas. Ils trient. Donc c'est quand même fabuleux, sans que ça rende fou, de comprendre qu'on a pu être capable de prédire des objets, l'existence d'objets qu'on ne voit pas. Les atomes, les électrons, et qu'on a découvert des années les ondes gravitationnelles. On sort? Et donc moi je trouve que c'est dangereux
Ouais. de ne pas savoir ça, parce que ça risque de rendre faux. Vous avez retourné la question, bien joué. Exactement. D'ailleurs, moi je trouve que vous n'êtes pas tout à fait normal. Venez, j'ai une surprise pour vous. Alors, parce que il faudrait que je trouve. J'ai voulu faire venir un monsieur. Ah, il est là. Bonjour monsieur. Parce que vous parlez de Maurice Ravel. Ah, bonjour, enchanté. Jean-Yves Legendre, enchanté. Et alors vous êtes tous les deux d'une confrérie, celle des anagrammeurs. Ah, c'est vrai? Voilà, nous on a inventé en fait des jeux. Alors attendez, Jean-Yves, je vais allumer Oui. le micro. Parce Allez-y. que je me suis, avant qu'on rentre dans la Sorbonne, ça pouvait être rigolo que vous nous parliez de ça. Les anagrammes? Ouais. Ah oui, mais ben, c'est un rapport avec Ravel ou pas? Parce que vous citez celui de Ravel dans le livre. Vous Ouais. connaissez d'ailleurs, Jean-Yves, celui de Ravel? Maurice Ravel. Alors, laver? Non, avec le prénom. Ah, avec le prénom. Donc comme ça, Bon, je ça vais pas se le trouve pas trouver. comme ça, le Oui, général, voilà, hein. c'est ça. Ça fait amical rêveur. Ah oui, très bien. Très bien. Voilà, et donc nous, en fait, on a inventé c'est suite au confinement en fait, de Covid. Ouais. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots depuis que je suis tout petit, en fait. Voilà. Et donc, j'ai inventé un jeu en 2022 qui était un jeu un peu familial sur les anagrammes pour que les parents et les enfants puissent jouer. Et puis, l'année dernière, on a sorti un autre jeu thématique qui s'appelle Anagrammon Paris. Ah, mais qui je est- connais ça. Et qui est un Je l'ai jeu. vu sur Internet. Oui, alors nous, on est sur Instagram avec Monsieur Perry Salco, Ouais. que vous connaissez Ah bien oui, sûr, oui, puisque oui, vous oui. avez fait beaucoup de livres avec lui. Ouais. Et voilà, donc c'est des jeux, en fait, vous avez une anagramme, un indice, et avec cet indice, il faut trouver, là, par exemple, un architecte. Le nom d'un architecte. Voilà, Je peux essayer? parisien. Bien sûr. Eh ben, je vous en prie. Ah oui, donc là Et c'est parisien. Voilà, et alors vous avez différents niveaux. Vous avez 1 point, 2 points, 3 points, et puis pour certaines anagrammes, vous avez aussi un quiz qui vous permet, voilà, Donc il y a un petit texte derrière. Alors, j'essaye. Hein. Ben, je vous en prie. Alors, plaine, Ouais, il faut avec trouver. un E. Ouais. Voilà, L'indice, c'est un célèbre préfet. Et ça vaut 2 points. Bah, ça donne 2 points. Ça donne 2 points. Eh bien, je dirais... Ah bah je l'ai, l'épine. Bravo. Ah oui, l'épine. Et alors derrière, en fait, bravo, vous avez donc un petit texte voilà, qui Ah. explique. Louis l'épine. Attendez, je viens de vous battre aux anagrammes. Non, j'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps et moi Ouais. j'ai eu le temps. On n'a pas travaillé Non, ensemble. Hein. non, je veux pas me vanter, mais je l'aurais trouvé. Oui, Voilà. mais je me Mais- doute. Alors, en fait, c'est très marrant les anagrammes parce que moi, j'ai 3 enfants Ouais. qui font 3 choses différentes, puisqu'il y en a qui ont une formation plutôt littéraire, d'autres scientifiques. Et en fait, ils raisonnent sur les anagrammes d'une façon totalement différente. Ouais. C'est-à-dire que mon fils qui est littéraire, il va avoir une approche très analytique. Ouais. Il met les voyelles d'un côté, les consonnes de l'autre et il essaie de reformer des mots. Ouais. Tandis que mon fils qui est lui scientifique, il va avoir une approche qui est vraiment... il n'utilise pas un crayon et un papier. Il essaye de voir le mot qui lui apparaît D'accord. comme ça. Ah, Et il est donc, très ils ont différent. deux Un autre approches test. très différentes. Allez-y. Borgne avec un S, philosophe. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte. Bergson. Bravo, Ah, ah, vous bravo. êtes fort, hein. Ah, c'est pas si dur là comme ça. Bah, quand même. Ah oui, alors, 3 je dis- points. Négation, Ouais. pièce de théâtre. Je l'ai. Et vous doublez vos points si vous savez qui en est l'auteur. Ah bah, je peux le dire, ça va aider. Anouilh. Ouais, très bien. Antigone. Ah ouais. Oh là là. Négation, Antigone. C'est bien ça. Ouais, pas mal. Et est-ce qu'il y a une anagramme à Étienne Klein? Oui, mais pas en français. Avant? Il y en a une en anglais. En Non, anglais. en allemand plutôt. En allemand, ah oui. Nine, kein télé. Non, pas de Pas de télé. télé. Non, pas- Donc, c'est pour ça que je fais de la radio. Et vous, Jean-Yves, il y en a une? Alors, je vous avoue qu'avec mon prénom et mon nom, Ouais. ça doit être un peu compliqué. Mais attendez, elle est pas où? C'est où la statue? Là-bas, là, à l'entrée. C'est d'Auguste Comte. Oui, c'est ça. Elle est là-bas? Oui, oui, elle est là-bas. Elle était là avant. Ah bon? Elle Bah, était là? ah bah je sais pas, c'est vous ça, qui je- connaissez mieux l'endroit, le lieu que nous. Ah, ils l'ont déplacée. Enfin, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, il faudrait regarder. Bon. Donc voilà, Et alors, donc, mais il y a Comment 100 ça vous est venu les anagrammes, cette envie d'en faire, de jouer avec En et de- fait, moi, j'étais plutôt contre Petri, moi. Ah oui, d'accord. Et un jour, il y avait un colloque de la Société française de physique à Tours.
Et alors, comment ça s'est passé? Ah oui, c'était une histoire incroyable. C'est au moment où on a découvert le boson de Higgs. Donc il y a des gens d'Arte qui sont venus chez moi pour que j'explique le boson de Higgs. Ils ont filmé, et moi j'étais assis devant ma bibliothèque, sur laquelle il y avait un petit livre orange qu'on voyait de loin qui s'appelle Le Petit Pékinois, d'un auteur qui s'appelle Jacques Péry-Salkov. Et c'était des anagrammes de personnages célèbres, ou de personnalités politiques. Par exemple, il y en avait de terribles. Il y avait le maréchal Pétain, qui donne place à Hitler, amen. Place à Hitler, amen. Le maréchal Pétain. C'est dingue. Ouais. Est-ce que vous pensez, je vous laisse poursuivre, mais que l'anagramme, ça dit quelque chose d'un mot et de... Non, évidemment non, c'est du hasard. Mais quand on est Ah, forcément, c'est que du hasard. on est un peu kabbaliste et évidemment on projette un sens caché. C'est ça. Mais, C'est ça qui est intéressant en donc, fait, dans les anagrammes. et donc cette interview passe sur Arte, les mois passent, et je vais à Tours pour un congrès de la Société française de physique. Et à la fin de la conférence, se présente à moi Jacques Péry-Salkov, qui avait vu son livre sur ma bibliothèque, et on discute, on dîne ensemble. Et là, je lui ai dit, mais je vais mettre des anagrammes dans mon livre sur l'origine de l'univers. Il m'en a proposé quelques-unes. Et après, on a décidé de faire un livre. C'est ça. Tenez, j'en ai une pour vous, une dernière. Elle pourrait être peut-être dedans. En rebond pour une célèbre faculté française. Sorbonne. C'est pas Non, dur. mais vous êtes très très fort. Non, je l'ai vu sur Internet, celle-là. Ah J'ai bon, cherché, il y a une aide. Merci beaucoup. Merci de rien. Vous connaissez Carpe Diem? L'anagramme de Carpe Diem. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Vous allez la mettre. Elle est géniale. Carpe Diem. Carpe Diem, c'est l'idée du bonheur, bien de sûr. chaque instant. En fait, l'anagramme de Carpe Diem, c'est ça déprime. Ah, oui. Merci Je vous offre beaucoup. un jeu. Ah super, vraiment? Bah oui, bien sûr, Ah, c'est pour super. vous. Génial. Voilà. Ouais, moi, Avec notre carte, voilà. je comme vais ça. jouer ce soir. Ah bah Ah parfait. ouais, voilà. Je vous récupère le micro, j'arrive, attention. Hop. Sans Quel est problème. votre voilà. nom, le gendre? Le gendre. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci d'être venu génial. à un moment devant la Sorbonne. parce que là, on va Anagramme y Paris. rentrer. Anagramme, ça. Et on a maintenant en préparation toute une série thématique en fait. En tout cas- Anagrammons la médecine, anagrammons la Normandie, anagrammons le cinéma. Ah ouais. Voilà. Donc, Anagrammons la physique, vous devriez faire ensemble. C'est le plus beau cadeau de la soirée pour l'instant. Hein. Ah bah voilà. Merci, Bon, hein. super. Non, vraiment génial. Merci beaucoup. Merci On y va beaucoup. parce qu'on va être en Ça retard à se joue la autant qu'on Sorbonne. veut en fait. Oui, c'est ça. Et Ouais. puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer 5 minutes comme une demi-heure. Ouais, mais je C'est juste, vais le jouer avec des gens. Je les ai identifiés avec lesquels je suis sûr de gagner. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Au revoir. Bon bah ouais, je savais que C'est ça vous ferait génial, plaisir ça. Ah les anagrammes. Mais c'est quantique les anagrammes. Ça aussi? Oui, parce que en mécanique quantique, quand vous mesurez la vitesse d'une particule puis sa position, c'est pas la même chose que si vous le faites dans le sens inverse. D'accord. Si A c'est la vitesse B, la position, AB n'est pas égal à BA. Oui. Et ça donne des anagrammes, puisque les anagrammes, c'est des lettres Oui, qui changent le sens d'un mot quand on les permute. tout à fait. Donc l'anagramme est lié à la non-commutativité des lettres dans les mots. Forcément, C'est vous pouviez qu'être intéressé. C'est quantique. Bonsoir. Bonsoir. C'est ici, Étienne. Ah oui. On fait un tournage, vous devez avoir d'autres noms normalement. Oui, j'ai Parfait. toutes les informations. Ah ouais. Ah bon bah c'est On peut super. rentrer? Merci beaucoup. Ça me en rappelait prie. ma jeunesse. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ah. Alors, Ah là Bonsoir, c'est monsieur. quelque chose. alors c'est qui? Ok. Ça vous évoque quoi cet endroit? Il y a Louis Pasteur là. Ouais. L'anagramme de Louis Pasteur Qu'est-ce que ça peut être? C'est dur hein, dans ce sur sens-là. l'autopsie. Et, là, il y a le cadran solaire. Attendez, on va pas aller tout de suite là-bas, Étienne. Non? Qu'est-ce D'abord, on qu'on reste fait un peu ici, mais je vous emmène dans une bibliothèque, Ah oui. la Sorbonne. Est-ce que c'est un endroit où on défend la science? Bah, c'est un endroit évidemment que tout le monde connaît. C'est quand même c'est là que la première femme professeure a enseigné. Ah La oui? chimie en l'occurrence, c'était Marie Curie, Ah c'est ici. qui a remplacé son mari, Pierre Curie, qui était décédé juste avant. Et il y a un journal de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a commenté
le fait que Marie Curie devienne professeure ici en disant « Il se peut que les femmes deviennent bientôt des êtres humains ». Ah oui. C'est à la fois terrible et à la fois positif. Ah, c'était ironique, je pense. Mais... Parce que je vous demande si ici on défend la science, est-ce qu'elle a besoin d'être défendue, la science? Bon, aujourd'hui, elle est quand même très sévèrement attaquée. Hein. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. En fait, c'est pas très nouveau. Il y a dans le Léviathan, le texte de Thomas Hobbes, il y a un passage incroyable. Il dit finalement, les gens n'arrêtent pas de se battre à propos de juste et de l'injuste. Qu'est-ce qui est bien, pas bien? On se fait la guerre, on se combat par la plume et par l'épée, dit-il. Mais les théorèmes de géométrie, par exemple, le fait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, de droit, comme il dit, personne ne le conteste. Parce que ça ne menace les intérêts de personne, ni le pouvoir de quiconque. Et en fait, il y a des vérités scientifiques qui ne sont jamais attaquées, parce qu'elles ne dérangent personne. On ne les connaît pas, elles nous indiffèrent. Par exemple, c'est-à-dire que le théorème de Pythagore ne sera jamais attaqué, voilà, ça ne dérange personne. Voilà, même des découvertes en physique fondamentale. Ouais. La découverte du boson de Higgs en 2012. Vous avez vu en librairie des livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs » ? Non. Ou les ondes gravitationnelles détectées en 2007. Personne ne conteste ça. Oui. Parce que ça n'a pas d'incidence sur nos façons de penser, nos façons de vivre, nos croyances, nos idéologies. Par contre, dès qu'il y a un résultat scientifique qui dérange, qui interroge, changement climatique, là on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et ces résultats sont médiatiquement dégradés en opinion, chacun pouvant dire ce qu'il pense à sa guise de cette chose. Ça m'inquiète beaucoup, d'autant plus que Trump, il va au-delà de ce qu'avait prévu Orwell dans 1984. Il y a des mots qui deviennent interdits, qui licencient des gens, il y a des mots qui, étant interdits, empêchent de dire les choses. Le réel est sommet de se taire. Mal nommer les choses. Voilà. Ouais. Des gens sont licenciés, il y a des gens qui demandent à venir en France, des chercheurs. Enfin, ne me demandez pas d'expliquer tout ça, puisque je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça échappe complètement à mon entendement. En revanche, est-ce que vous avez une solution pour le contrer, sans essayer d'expliquer? À court terme, je ne vois pas trop. J'espère qu'il y aura des réactions. Moi, j'essaie de faire de la vulgarisation, comme vous savez. Ouais. Parce que je trouve que la science, quand on l'approche d'assez près, donne des joies intellectuelles incroyables qu'on ne peut pas avoir autrement. Et donc ma motivation a toujours été d'ordre intellectuel. Il faut expliquer aux gens des choses que peut-être ils n'ont pas eu la chance de rencontrer dans leur parcours scolaire, parce que c'est fascinant. Mais aujourd'hui, mon engagement, il est plus politique. C'est-à-dire que c'est plus intellectuel, c'est politique. Je pense qu'il y a vraiment des forces anti-science très puissantes que je n'ai pas vu venir avec une telle intensité et qui modifient ma façon de concevoir cette activité de vulgarisation. Donc défendre la science, c'est presque une idéologie politique. Pas une idéologie, mais c'est un combat. Ouais. Un combat contre une certaine forme de relativisme. À force de dire que la science c'est le doute, je sais pas, la science c'est le doute. Vous doutez de la forme de la Terre, vous doutez du fait que l'univers est en expansion, vous doutez du fait que l'atome existe. Si la science c'est le doute, pourquoi on l'enseigne? Mais ça c'est un problème, parce que, vous avez parlé tout à l'heure de la recherche et de la science. Le doute permet la recherche. Le doute à propos de questions dont on n'a pas les réponses. Oui. Mais il y a des questions qui sont tranchées. Oui. Donc il y a des sujets scientifiques qui s'enseignent. Mais ce qu'on voit, c'est que les modalités du débat politique, en politique, on doit débattre. Oui, bien sûr. C'est ce que veut l'activité politique, on doit débattre. Mais on voit que les normes du débat politique sont en train de descendre dans la science. Comme s'il y avait des résultats de gauche, de droite, acceptables, pas acceptables. Il y a une question de véracité. Vous expliquez que l'homme a un besoin de véracité. Un désir de véracité. Un désir de véracité. Ouais. Vous poursuivez le développement et vous dites que ça entraîne un déni de vérité. Un déni de vérité. Expliquez-moi. Oui, c'est une analyse d'un philosophe anglais qui s'appelait Bernard Williams. Il est mort il y a quelques années. Il a publié un livre traduit en français sous le titre Véracité et vérité. Et il dit que nos sociétés postmodernes sont parcourues par deux courants de pensée contradictoires qui devraient normalement se combattre
et même s'annihiler mutuellement, mais qui, par un effet pervers, se renforcent l'un l'autre. Le premier, c'est ce que vous dites, le désir de véracité. On a tous été formés à l'école, on est éduqués, on est informés, et on ne veut pas être dupe des discours officiels. Oui, que ce soit en démocratie et encore voilà, plus dans les régimes on veut autoritaires. vérifier que ce qu'on nous dit nous est dit parce que c'est vrai, Oui. et non pas parce que ceux qui le disent ont intérêt à le dire. Oui. Même si dans ses formes radicales, ce désir de véracité aboutit aux théories du complot. Mais on ne peut pas le critiquer, ce désir de véracité, il est sain, Oui. en démocratie et surtout en dehors de la démocratie. Et normalement, ce désir de véracité devrait servir l'idée de vérité. Oui. Vous devriez entamer des enquêtes grâce auxquelles vous aboutissez à l'identification de la vérité. Mais ce que montre William, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que ce désir de véracité va enclencher dans la société un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Par exemple, si moi je vous présente une vérité, vous allez me demander, mais est-ce que cette vérité n'est pas relative, contextuelle, éphémère, factice, instrumentalisée, etc. Et donc le désir de véracité produit une déflation de l'idée même de vérité. Donc on est mal barré. En conclusion. Je crois que c'est par ici. Bonjour. Bonjour. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Je n'ai même pas vraiment présenté qui vous êtes. Comment vous vous présenteriez, vous? Moi, je ne suis pas physicien, je ne suis pas philosophe, donc je ne suis rien. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, etc. Bonne soirée. Ah oui, d'accord. Je suis le boson intermédiaire entre... Un physicof? Non, je suis un médiateur entre physique et philo. Il faut trouver un mot. Oui, il faut trouver un mot alors. Physicolof? C'est pas mal ça, un physicolof. Ouais. Non, ça vous plaît pas? Un physisophe? Physisophe, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien le off. Le off Ouais. de philosophe. C'est mieux que le sien de physicien. Ouais. Ah, vous trouvez? Ouais, je trouve. Après, c'est une question de goût. Hein. Oui, à l'oreille. Est-ce que vous m'avez dit que je suis un vulgarisateur? Est-ce que vous êtes vraiment un vulgarisateur? Moi, j'ai l'impression que vous abordez la science par un autre angle, notamment celui de la philosophie, mais que vous n'essayez pas fondamentalement de vulgariser. Moi, j'aime pas simplifier. Allez, voilà. J'essaie de clarifier, Ouais. parce que la clarification, elle demande du travail. Oui. Simplifier, on coupe. Ok. On coupe tout ce qui dépasse. Moi, j'essaie de clarifier. Donc, clarificateur. Clarificateur, c'est Ouais, bien ça. pas mal. Est-ce que vous êtes chercheur ou pas? Moi, j'ai jamais rien trouvé. J'ai éclairci des choses sur le temps, par exemple, je pense. Mais j'ai jamais rien trouvé. Et pourquoi vous avez jamais rien trouvé? Parce que vous n'avez pas embrassé cette carrière de chercheur et donc potentiellement, hypothétiquement, de trouveur? Moi, j'ai plutôt... En fait, C'est pas une frustration, ça? moi, je pense que j'ai été... Je pense que mon sujet de recherche, en fait, Ouais. c'est le langage. Voilà. Ouais. C'est comment travailler le langage pour qu'il dise des choses qu'il ne dit pas spontanément et qu'on apprend par ailleurs. Autrement dit, c'est trouver des phrases qui expriment de façon claire et si possible juste ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Voilà. Donc je suis traducteur. Ouais, ça y est, on a commencé à élaguer. Ouais. La bibliothèque de philosophie. Ouais. François Cusin. Alors François Cusin, moi j'ai une vénération pour lui. Hein. Parce que c'est en quelque sorte le double de Jean Cavaillès. Ah oui. Vous savez qui c'est, François Cusin? Non. C'est un jeune homme qui est né en 1914. Il est rentré à l'école normale en philosophie major. D'accord. Il est sorti 2e. Il est 3e à la grecque, mais il a été... Non, en fait, il y avait 2 premiers ex-aequo, dont un qui n'était pas français, qui a été déclassé, c'était un Vietnamien. D'accord. Et François Cusin était 3e, il a été remonté 2e. Ah, d'accord. Ouais. Et pendant la guerre, il est entré dans le mouvement franc-tireur de résistance. C'était Et il a été responsable du groupe qui devait libérer la ville de Digne. Ouais. Et il a été arrêté, il est tombé dans un guet-apens des Allemands. Il a été arrêté par la Gestapo le 17 juillet 1944, emmené à Marseille, torturé,
est fusillé 2 ou 3 jours plus tard, avec 28 membres de son réseau. Et ça ressemble beaucoup à la trajectoire de Cavaillès. Cavaillès, il est rentré major à l'école normale, il a fait de la résistance, il a fondé le réseau Corps, il a été arrêté tout près d'ici, là, au bout de l'Observatoire, le 27 août, le 28 août 43. Moi, je connais bien cette histoire. Ouais. Cavaillès, c'est mon héros. Parce que François Cusin, il n'a pas eu le temps de produire une œuvre, il est mort trop jeune. Alors que Cavaillès, il a écrit en prison. Il s'évadait, il s'est souvent évadé. Le surnom de François Cusin dans la Résistance, vous le connaissez? Très peu. Il en a eu plusieurs, mais son surnom principal, c'était Étienne. D'accord. Bon, ça me plaît. Oui, ça vous plaît. Ouais. Non, mais c'est des gens qui... Parce que non, mais si vous voulez, l'alliance entre le courage physique et l'intelligence analytique, c'est assez rare. Et Cavaillès, on lui disait, mais garde ton esprit au chaud pour après, quoi. Il disait non, il faut... Et François Cusin, qui n'est pas assez connu, il a fait des choses incroyables. On est dans la bibliothèque qui porte Ouais. son nom. Et s'il y a 3 livres à lire et qui réunissent philosophie et physique, ici, on prend lesquels? On va voir lesquels. Bah, comment je peux savoir? Je ne connais pas, cette bibliothèque. Ouais. Moi, je prendrais un livre de Jean Salem sur Démocrite, par exemple. Ah tiens, je prendrais Quentin Meillassoux, le livre qui s'appelle Après la finitude, parce qu'il a montré un truc, il a pris acte d'un truc assez marrant. Il y a beaucoup de philosophies qui font dépendre le temps de la conscience. Ouais. Saint-Augustin, Kant, etc. Donc en fait, ce qu'on appelle des philosophies corrélationnistes qui font dépendre le temps de la conscience. Mais en physique, on a appris que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et l'homme il est apparu il y a quelques millions d'années. Donc ça veut dire que le temps a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc si le temps a besoin de la conscience pour exister, comment est-ce qu'il a pu passer avant que la conscience se manifeste? Voilà, c'est ça le paradoxe. On l'appelle, lui, enfin, Quentin Meillassoux l'appelle le paradoxe de l'ancestralité. Et lequel vous ne prenez surtout pas? Quel auteur vous ne lisez surtout pas? Celui que vous haïssez? Ou pas sans le haïr, mais vous dites qu'il a raconté un paquet de bêtises. Vous aimez, vous critiquez Descartes à un moment dans le... Non, Descartes, Ah, vous dites, on lui reproche beaucoup de choses. Oui. Comment vous tournez ça? Oui, l'animal-machine, la décorrélation complète entre l'esprit et le corps. Eh oui, c'est pour ça que vous en parlez. Qui est-ce que je déteste? Il y a très peu de gens que je déteste. Non, je préfère... moi, je préfère parler des choses que j'aime. Oui. Voilà. Vous voyez bien ma question. On s'installe là-bas 2 minutes, oui. Étienne, dans les fauteuils. Mais on vous fait travailler tard, là, non? Pas du tout. Vous êtes là tout le temps? C'est un plaisir. Vous êtes là tout le temps? Tous les soirs? Pas tous les soirs. Et en partie. Vous êtes dans la bibliothèque ou vous êtes... Non, au niveau du bâtiment. Ah oui. Et vous? Moi, je suis responsable de la bibliothèque. Ah. Et alors, c'est très fréquenté? Oui, par des agrégatifs. Nous, ce sont vraiment les agrégatifs Ah ouais. des doctorants. Ouais. Avec de philo, donc. Tout à fait. Mais il y a aussi des livres de sociologie, j'ai vu. Il y a de la sociologie parce que l'UFR de sociologie est intégré à l'UFR de philosophie ici. On dit que les étudiants ne lisent plus, c'est pas vrai. Ici, ils lisent, effectivement. Oui, parce qu'on ne peut pas venir ici pour autre chose que lire. Bah, en fait, pour préparer la Donc il y a un petit biais. c'est Ah, mais non, c'est vrai. J'adorais avoir ça chez moi. Bref. Je suis sûr qu'elle est bien, votre bibliothèque. Machiavel. Ouais. Machiavel. Habermas. Alors, Habermas, moi j'ai du mal à lire. Hein. Ah ouais. Habermas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Physique. Physique. Cassirer. Feynman. L'évolution de la mécanique. Niels Bohr. Big Ball. Oh, c'est que des trucs bien. Hein. Très bien. Et quel est le livre? Vous avez des livres de Bernard d'Espagnol? Je
pense que ça manque. Sur la mécanique quantique, ce qu'elle implique, le réel voilé par exemple. J'ai une sujet, si tu vois. Oui, oui. Moi, c'est peut-être entendu. Tout à fait. Il y a un art d'Espagnol. D'accord. Étienne, je vous ai posé la question des livres à lire ou à ne pas lire. Lequel vous n'avez pas lu, vous dites, bon, celui-là, tout le monde doit l'avoir lu, mais moi, je ne l'ai pas lu. Je dois confesser que j'ai quasiment pas lu Aristote. Ah oui Pourquoi? Je sais pas. Sa physique, j'ai vu des petits passages, et ça me semble toujours faux. Mais je devrais pas le dire en public, ça. Non, bah, ça y est, c'est fait. C'est fait. Quand je vous lis, il est bas ce fauteuil. Par exemple, il y a un livre Ouais. que j'ai lu entièrement, et je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont lu. Entièrement. Lequel? C'est L'être et le néant de Sartre. Oui, énorme. c'est. Ouais. Puis c'est. Et Faut je encaisser, quoi. crois que je suis un des rares à l'avoir. Quand j'ai écrit mon livre sur le vide, Ouais. je me suis obligé à le lire en entier. Et franchement, C'était pas une partie de on doit plaisir. pas, c'est pas ça, c'est qu'on ne doit pas être beaucoup. Ouais. Enfin, si, je sais rien en fait. Dans le livre, dans Transport physique, il est très bas ce fauteuil. Moi, je, sais Oui, pas. on va bien. Je comprends pas tout. Ah bon? Et en même temps, Mon éditeur m'a dit que c'était intégralement compréhensible. en effet, mais parfois vous allez dans des développer, vous expliquer, mais c'est pas toujours très clair. Et en fait, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il y a une forme de poésie de la philosophie physique et l'incompréhension n'est pas grave. C'est-à-dire que même quand je comprends pas, je me laisse porter et c'est un imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quand même déçu. Ah, je vous vexe? Non, parce que j'ai utilisé en effet un peu de poésie ou de littérature pour créer une sorte de musique autour des explications. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, il y a des phrases de poètes ou bien sûr. qui viennent. Je ne dis pas qu'elles contiennent de la science, mais quand on a compris de la science et qu'on lit ces phrases, elles résonnent autrement. Comme si elles avaient une puissance prémonitoire. Par exemple, là, j'ai ouvert, page au hasard. Ouais. Cette correspondance formelle presque magique entre symétrie et interaction s'est révélée très efficace du point de vue des prédictions qu'elle permettait de faire, mais elle engendre un problème irritant. Les symétries ainsi mises en avant impliquent que les particules médiatrices de toutes les interactions devraient avoir une masse rigoureusement égale à 0. Mais c'est clair. C'est clair pour vous? Mais j'ai lu ça avec passion. J'ai lu Transport physique, absorbé, j'ai tout lu d'une traite. Bah, c'est le Mais je- principal. Exactement. Et je ne comprends pas tout, mais ce que je viens de lire, je ne saisis pas exactement tout ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas un Non, scientifique. là, c'était une phrase qui est Je un l'ai- peu évidemment, longue. je Elle est l'ai- un peu longue. Je Non, sais. mais je l'ai sorti de son Et- contexte. et Mais c'est pas le très grave. chapitre sur la découverte du boson de Higgs. Mm. Je reconnais que c'est le chapitre le plus dur. Ah bah, j'ai pas, alors, c'est pas de peau. Ouais, c'est le plus dur, mais c'est une découverte tellement fondamentale, tellement Ouais. incroyable, tellement peu racontée, que j'ai essayé de le faire là, d'une façon compréhensible. Est-ce qu'il y a une poésie de la physique? Ouais, je pense qu'il y a une poésie, une poétique de la physique. Ouais. Je ne sais pas trop où est la différence, mais poétique, c'est-à-dire que ouais, c'est un logos particulier, et travailler le langage pour qu'on puisse donner la parole, entre guillemets, à ce logos, je trouve que c'est un exercice assez qui m'intéresse, moi, même plus que ça, en fait, ça me passionne. Et quand j'ai trouvé une formulation dont j'ai l'impression qu'elle est juste Ouais. et belle, Oui. je suis content. Je vais courir. Moi aussi. Et moi aussi, je suis content, même si je ne le comprends pas toujours. Est-ce que vous essayez d'élever cette question des sciences, de l'emmener ailleurs, peut-être pas de l'élever là, de l'emmener ailleurs? Est-ce que vous en voulez, on a un peu évoqué tout à l'heure dans la cour, à ceux qui en font un peu n'importe quoi? C'est-à-dire un politique s'empare d'un sujet et justement il le tire vers le bas. C'est une vaste question, hein. Moi, ce qui m'agace toujours, c'est quand il y a une décorrélation très forte entre la militance et la compétence. Quand je dis militance, hein, c'est pour ou contre. Ouais. Le nucléaire, les OGM, Ouais. la 5G, l'IA.
Moi, je comprends tout à fait qu'on ait des positions opposées sur des questions qui sont telles qu'elles ne peuvent pas faire l'unanimité. C'est parfaitement sain, Voilà. d'ailleurs. Et d'ailleurs, la science ne nous dit pas ce qu'on doit faire des possibilités de la science. Ouais. Hein. Donc il faut discuter. Mais quand le fait d'être militant, pour ou contre, dédouane de l'obligation de s'instruire, à propos de quoi on est militant, ça me choque. Je comprends tout à fait qu'on soit pro-nucléaire, ou bien anti-nucléaire, qu'on milite avec des banderoles, mais j'attends de ceux qui militent qu'ils sachent dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires, et pas de l'aluminium. Qu'est-ce que l'uranium a de spécial? Et si on ne le sait pas, alors on milite à partir d'une espèce de halo symbolique associé au mot, sans avoir aucune compétence sur la chose pour laquelle on milite. Ça me paraît dangereux. Mais par exemple, sans avoir les connaissances scientifiques, je peux toujours raisonner et me dire, bon, dans une société, dans un monde qui écologiquement est en danger, le nucléaire est plutôt positif. Mais je peux me dire, tiens, je suis pour le nucléaire. Pourquoi? Il faut être capable d'argumenter. Parce que le nucléaire ne dégage pas de CO2. Ça, c'est un argument. C'est un argument simple. Mais ça ne dit pas ce qu'est le nucléaire. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, à un moment, s'il faut avoir une connaissance parfaite, pas parfaite, très peu de monde il faut quand même montrer, peuvent se positionner sur le nucléaire, par exemple. montrer qu'on s'est intéressé à la question un peu. Ouais. Sinon, on donne l'impression que le fait d'être militant vaut mieux que de bûcher le sujet de sa militance. En clair, c'est plus besoin de travailler. Ouais. Il suffit de militer. On dit souvent que la science est un pilier de la République. Est-ce que c'est vrai pour vous? Bon, moi je dirais pas forcément qu'elle est un pilier de la République, mais qu'elle est républicaine. C'est-à-dire qu'elle est une affaire publique. Je veux dire par là qu'une connaissance scientifique, elle doit pouvoir circuler dans la société sans rencontrer d'entraves idéologiques, politiques, religieuses ou autres. Ouais. Voilà. La connaissance, elle n'appartient pas à quelqu'un en particulier. E égale MC2, ça n'appartient pas à Einstein, ça appartient à tout le monde. Pareil pour le terme de Pythagore. On leur donne des noms, mais c'est une propriété commune. Et donc la vulgarisation, ça consiste à dire, puisque c'est une affaire publique, on doit pouvoir la transmettre à n'importe qui, y compris à ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer ces résultats dans leur parcours scolaire. Ça, c'est l'idée un peu naïve. Hein. Ouais. Et quand on le fait, on s'aperçoit que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais il faut quand même rester attaché à cet idéal républicain. Mais pour que la science puisse être considérée comme un pilier, il faut qu'elle soit fédératrice. C'est ça un pilier, c'est quelque chose qui fédère autour d'elle. Est-ce que aujourd'hui la science arrive à fédérer? Moi, je ne vois pas de débat violent à propos de la relativité, par exemple, d'Einstein. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Elle n'est pas contestée, enfin. Je ne dis pas qu'elle est absolument vraie, elle pose des problèmes, mais elle n'est pas contestée, c'est pas un objet de débat public. Non. Là où il y a des débats chauds, et c'est normal, c'est quand on doit décider de ce qu'on fait des potentialités technologiques que la science nous donne. Ouais. Parce que la science ne répond pas à la question qu'est-ce qu'on fait. Elle dit comment on le fait si on veut le faire. Ouais. Mais elle ne dit pas si on doit le faire. Parce que la science n'est plus enchâssée dans l'idée de progrès comme elle a été pendant longtemps. Il y a quand même eu des périodes où on peut le faire, on le fait pour voir. Puis on décidera ensuite. On n'en est plus là, on veut réfléchir avant. Et ça mérite des débats qui ont du mal à se dérouler de façon correcte. Ouais. Ça n'intéresse pas grand monde en fait. Tout le monde les réclame. Mais peu de gens y viennent. Et quand ils se produisent, j'ai assisté à quelques-uns, c'est assez violent. Il n'y a pas beaucoup d'argumentation, il y a beaucoup de... Ça ressemble un peu à une guerre de tranchées. On sort un peu de la science, mais pour vous, si vous deviez me donner un autre pilier de la République, pour vous? Moi, je suis républicain au sens laïcité. La laïcité, c'est un pilier pour moi. Je suis d'une famille catholique, donc je sais ce que ça veut dire. Mais j'aime bien, quand je rencontre quelqu'un, ignorer sa religion. Comme premier rapport.
Après, on peut en discuter. Ouais. Mais j'aime bien ne pas savoir. Vous avez toujours été J'aime sur cette bien ligne? rencontrer des citoyens. Vous avez toujours été sur cette ligne? Non, j'ai eu une période où j'étais plus relativiste. C'est-à-dire? Avec une laïcité un peu adaptative, plus tolérante, plus souple. Mais là, je trouve que... En fait, quand j'étais étudiant, je connaissais les opinions politiques de mes copains dans ma promotion, mais je ne connaissais pas vraiment leur religion. Et d'ailleurs, quand on discutait entre nous, on se disait que la religion allait rentrer dans la sphère privée, que les monothéismes allaient s'accorder, il y aurait des discussions, une espèce de concordisme, et que la science, elle allait vraiment s'imposer comme une valeur première. C'est tout le contraire qui s'est passé. Donc on n'est pas des bons... on n'est pas des bons deux. Hein. C'est ça qui vous a fait vous... C'est la science qui est critiquée, Ouais. menacée, et la religion se voit de plus en plus. En France et dans le monde. On y va? Ouais. On va où? J'ai 2 endroits à vous montrer encore. Merci beaucoup. C'est par ici. On va dans un amphithéâtre. Merci. Je vous accompagne. Ah d'accord. Merci beaucoup. hein. Ah bah c'est super. Merci. Je vous en prie. On part par là? Dans ce sens-là? Tiens, d'ailleurs, Victor Bach. ah oui, on continue par là. C'est quand même que des noms incroyables. Ici. Oui, ici, oui, tout à fait. Par contre, l'amphi où on va, c'est l'amphi Houry. Oui. Je ne sais pas qui c'est. En fait, J'y cherchais. Alors, oui. quand on cherche, on tombe sur Gérard Houry. Non, ce n'est pas Oui, ça. non, c'est pas le corneau. Et je crois que Non. c'était qui? J'ai plus. C'est pas un le chimiste nom. Le nom. On redescend. redescend. On va redescendre. Le C'est un nom a- chimiste? Le nom a changé. On l'appelait avant l'amphi-gestion. Mais c'était un amphi de chimie au départ. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est gestion. Voilà. Je vais vous appeler. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive pas à trouver. J'ai cherché sur Internet seulement. J'ai pas réussi à trouver qui c'était. Non, j'ai jamais compris dessus. En plus, Et la tombe de Cavaillès, elle est là? Ah C'est non, vrai? non, pas ici. Non. Ici, on a au niveau de la chapelle, on a juste le tombeau de Richelieu. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien déjà. L'anagramme de Richelieu. Ah ça peut se trouver. Lieu riche. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez eu quel genre d'enfance, Étienne? Deuxième d'une famille de 7. Ouais. Donc j'ai grandi. Vous êtes né où? Je suis né à Paris et j'ai grandi en région parisienne à Orsay, Ouais. dans une maison, grande maison en meulière. Il y a 18 ans d'écart entre l'aîné et le dernier. D'accord. J'étais le deuxième, donc qu'est-ce que je peux dire? L'enfance. Vous étiez quel genre de gamin? J'étais. Ma mère m'appelait le ravi. C'est vrai? J'étais ravi. De la crèche ou non? Non, Ne rajoutez pas. Non, non, je n'aurais pas aimé qu'elle. Non, j'étais plutôt, voilà, pas coléreux. J'aimais l'école. Et- J'aimais pas les vacances. Non? Non. Vous aimez toujours pas les vacances? Si, maintenant j'aime parce que Ah j'ai oui. découvert la montagne, mais Tu On m'as passait dit nos qu'Einstein vacances à la avait fait une campagne. découverte immense en vacances. Vous l'avez raconté oui, tout à oui, l'heure. oui, oui. Non, moi non, mais j'aimais pas les vacances, pas trop en tout cas. Ouais. J'avais hâte de la rentrée scolaire. Et vos parents, c'était quel genre de personne? Mon père était ingénieur, très engagé dans la vie sociale. Il était conseiller municipal, D'accord. chef de chorale à l'église, Ouais. jamais là, Ouais. avec cet enfant. Et ma mère, cet enfant, Toujours là. voilà. Il y a un désir de science ou pas quand vous êtes gamin? Mon père est ingénieur et je pense qu'il m'a transmis le goût des questions. Il nous posait beaucoup de devinettes, de charades,
Il jouait beaucoup avec ça, avec le langage aussi. Je pense que j'ai un peu hérité de lui. Est-ce que cette éducation religieuse, Religieuse, faut pas Non. exagérer, on allait à l'église. ouais. La messe était Est-ce qu'elle obligatoire. pouvait entrer en contradiction avec besoin de science Non. ou pas du tout? Non, en fait, moi, à partir de l'âge de 15 ans, mon père vérifiait qu'on allait à la messe. Il y avait plusieurs horaires, mais Ouais. il y a la messe du dimanche matin, dimanche soir. Bon. Et moi, au bout d'un certain temps, je cachais dans la couverture du missel les livres que je voulais lire. Et donc, je paraissais très pieux, puisque j'étais absorbé par ma lecture du Ouais, bien sûr. soi-disant missel. Et aujourd'hui, vous croyez encore ou pas? Non, moi, je suis complètement agnostique. Je pense que l'idée de Dieu est une idée tellement imprécise que dire qu'on y croit, ça ne veut pas dire grand-chose. Et Oui, alors, c'est vrai. et je croire, pense, là, pour le coup, j'aime bien l'idée, d'une part, qu'on ne sait pas, Ouais. d'autre part, que personne ne sait. J'aime cette idée. Ouais. Et que même ceux qui croient ne savent savent pas. pas. Et ça me plaît. Et ceux qui Et ne ceux croient qui, pas ne savent pas non prétendent, ceux plus. qui prétendent que la science peut démontrer Dieu se Oui, rendent c'est pas vrai, compte j'ai qu'en vu le ça. faisant, Dieu s'effondre. Ça devient un résultat scientifique. Oui, j'ai vu qu'il y a un chercheur avait écrit un livre Oui. qui prouvait scientifiquement Jésus. Voilà. Voilà. Ça a l'air de vous... presque de vous agacer. Marie Curie. Ouais. À quel moment, chez vous, d'ailleurs, qu'est-ce qui vient en premier, la science ou la philosophie et les mots Bon, il y a votre adolescence? plusieurs étapes. Par exemple, à l'âge de 20 ans, on m'a offert le livre que j'ai évoqué tout à l'heure de Bernard d'Espagna, Ouais. qui m'a complètement saisi. Puisque ça montrait que la physique quantique, si on la prend au sérieux, oblige à changer notre conception de la réalité, le rapport qu'on a avec elle. Et ça m'avait littéralement mis en lévitation. D'ailleurs, un peu plus tard, j'ai rencontré Bernard d'Espagna, qui a été mon maître, on a fait un livre ensemble. Et puis, il y a un autre séjour que j'ai fait au CERN comme étudiant. Ah, mais à 20 ans, c'est-à-dire que Ouais. quand vous êtes étudiant, vous êtes au sein, vous vous dirigez déjà vers des études... Non, j'étais dans une école d'ingénieur, mais je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Je voulais être mathématicien, j'ai eu plusieurs idées comme ça. Mais ça s'est construit petit à petit, c'est pas un projet Oui. linéaire décidé à l'avance. Il n'est pas simple à trouver cet amphi, mais on va le mériter. Cet endroit est incroyable. Ouais. Dans le grand amphi, il y a les bachelards. Un cours de bachelard, ça va être quelque chose. Hein. C'est qui sont vos maîtres, vos Bonjour. modèles? Bonjour. Merci beaucoup. On monte un peu, Étienne? On prend de la hauteur un peu. Ils sont, Bonjour. bonjour. On vous embête? Non, justement, on est demandé la même chose. Comme, pardon? Ah non, pas du tout. On va se mettre un peu plus haut et aucun Qu'est-ce que souci. vous répétez? Qu'est-ce qu'on répète? Ouais. Faut qu'on s'en aille. Ah non, mais c'est terminé. C'est prévu ou pas? Non, pas du Ah. tout. Pas du tout prévu. Et alors, les amphis, vous les remplissez, vous? Ouais, bah, ça dépend de la taille de l'amphi. Ah, c'est magnifique. Je connais pas cet amphi. C'est vrai qu'il est beau. Donc, magnifique. Est-ce que vous... Oui. Oui, pas de souci, on a des micros. Aucun problème. Vous pouvez jouer, Vous pouvez jouer. mais chantez juste si possible. Juste. Est-ce que vous vous retrouvez à cette place parfois? Dans un amphi. Ouais. Oui, quand je vais à des conférences. Ouais. Mais c'est plutôt. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça peut vous manquer de ne pas être ici, de ne pas apprendre et de donner le savoir? Ah, moi, je crois que j'ai
toujours eu une mentalité d'étudiant, c'est-à-dire j'aime bien apprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'apprends plus en lisant des livres ou des articles qu'en suivant des cours. C'est une erreur, hein. Ouais. Mais j'apprends beaucoup par les livres. Je suis une vieille école, moi. C'est quand même assez enthousiasmant de voir que, quelle que soit votre formation, quel que soit votre parcours, à tout âge de la vie, même quand l'âge commence à être conséquent, Ouais. vous pouvez apprendre des choses. Vous découvrez des trucs. Vous lisez un bouquin, et alors, évidemment, il faut choisir des livres qui ne sont pas exactement dans son sujet. Vous Mais- expliquez aussi que c'est parfois plus difficile de l'apprendre, d'apprendre le savoir, Je vous d'accumuler donne un le exemple. savoir. Moi, je connais bien Chamonix. Ouais. À Chamonix, il y a un personnage célèbre qui a vécu en partie là-bas, qui est Joseph Vallot, qui a construit un refuge, et un observatoire même, D'accord. quasiment au sommet du Mont Blanc. Il est le premier à avoir montré qu'on pouvait dormir plusieurs jours d'affilée au sommet du Mont Blanc. Et ce monsieur, je le connais comme tout le monde. Et puis là, j'ai lu sa biographie. J'ai appris plein de choses. Sur lui, sur la science de l'époque, sur ce qu'il a découvert, sur les instruments qui étaient disponibles pour mesurer toutes sortes de paramètres météorologiques ou autres, ou bien de capacités physiques, dont on sait qu'elles changent quand on prend l'altitude. Et ben voilà, je connais ce monsieur depuis 40 ans, je suis passé à côté, quoi. Vous Et là- connaissiez de nom. Et là, vous Ouais, connaissez- vaguement de nom, un peu d'histoire, mais pas vraiment de détails. Et ça m'a fait voilà, j'ai tout appris de lui quasiment en lisant un livre. À partir de quand vous avez commencé à être connu? Vous sauriez dire? Moi, c'était avant Internet. Donc je ne sais pas comment ça se compte. En fait, quand j'étais prof à Centrale, je m'étais rendu compte que... Parce que les élèves, évidemment, quand ils s'ennuyaient pendant un cours, ils s'envoyaient des petits messages, ils allaient jouer au tennis. Donc l'effectif des amphis baissait en cours de cours. Ouais. Et moi, je m'étais rendu compte que quand je commençais le cours en parlant d'un paradoxe de physique, en relativité, ça les titillait, ça excitait leur intellect. Ils voulaient comprendre la solution du paradoxe que je donnais qu'à la fin. Ouais. Donc je les gardais. Et je m'étais dit, tiens, quand je serai vieux, à la retraite, j'écrirai un livre sur les paradoxes en physique. Et c'était vraiment mon projet, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas de livres quand on est jeune. Il fallait attendre d'être un académicien respectable. Bon, j'ai eu ce problème de santé, et je me suis décidé, comme mon avenir est compromis, je vais faire le bouquin maintenant. Donc j'ai signé une décharge à l'hôpital, j'ai écrit le livre, Conversation avec le Sphinx, des paradoxes en physique. Quand il a été terminé, je me suis fait opérer. Et c'est là que ça a commencé. Mais célèbre, c'est pas le mot qui convient. Mais ce livre, il a bien marché par le bouche à oreille. Et il a eu, disons, son lectorat. quoi. C'est pas une voie traditionnelle pour un scientifique d'être Non. connu. On va dire Mais- célèbre, mais au moins connu. Mais c'est pour ça que moi j'ai vécu plusieurs, je ne vais pas en donner la liste, ce que j'appelle des catabases sotériologiques. La Qu'est-ce que ça veut catabase, c'est le mot grec qui a donné c'est la chute, symbolique ou réelle, qui a donné catastrophe. Donc une catabase, c'est un accident. C'est la chute qui vous permet de se relever. Et la sotériologie, c'est la partie de la théologie qui s'occupe de la rédemption. Ouais. Donc c'est des chutes qui vous font découvrir une voie que vous n'auriez pas découverte sans la chute. Et moi, je préfère de beaucoup cela à la résilience, que je déteste. J'aime pas trop ce mot. Je déteste. Et du coup, je pense que je pourrais nommer 3 ou 4 catabases sotériologiques qui ont forgé ma échelonné, trajectoire. ouais. Mais vous l'avez pas cherché. Ah non. Parce qu'il y a ce look, ce que vous êtes, votre voix. Et c'est ça le problème. La voix, je l'ai perdue Voilà, volontairement, c'est ça. je n'ai pas cherché. Hein. Je sais. Mais votre look de rocker, c'est quoi d'ailleurs le petit... Pour une fois, c'est pas un scarabée. Ouais. Mais j'ai toujours un scarabée. Mais
Ouais, mais ça, c'est un personnage. Pourquoi? Et donc, un personnage, quand on est connu, on le cultive, on le fait avancer, on le fait Mais non, évoluer. le scarabée, c'est facile à comprendre. Beatles. Ah non. Vous me provoquez. Non, moi, c'est les Rolling Stones. Mais ça n'a rien à voir avec les Rolling Stones. Ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, à votre avis, c'est quoi? Le scarabée, qu'est-ce que ça peut être? Le scarabée, Qu'est-ce qui s'est passé en 1919? Dites-moi. Il y a eu une éclipse totale du Soleil, Ouais. prédite, dans l'hémisphère sud. Donc la guerre était terminée. Et Einstein avait prédit que la lumière qu'envoient les étoiles fixes lors d'une éclipse, elle est déviée par la présence du Soleil, qui est là. La Lune nous le cache, mais il est là. Et donc la position apparente des étoiles fixes ne sera pas la même pendant l'éclipse que la position qu'elles ont la nuit quand le Soleil n'est pas là. Ouais. Okay. Et Newton, un Anglais qui était pacifiste, a voulu montrer que la science allait réunifier les nations qui s'étaient fait la guerre. Et lui, l'Anglais, a voulu montrer qu'un physicien allemand, Einstein, avait raison contre un physicien anglais, Newton. Ouais. Donc il a monté une expédition, il a observé l'éclipse, vérifié qu'en effet la lumière est déviée par le Soleil, ce qui donnait raison à Einstein. Et là, je vois Et pas encore le Einstein, lien avec le scarabée. c'est un peu long, je suis désolé, mais je viens. Ouais, oui, non, mais je vous écoute. Einstein a fait la une des journaux dans le monde entier. Ouais. Incroyable. Chez moi, je collectionne les journaux de l'époque. Mm. C'est incroyable. En Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud, partout en Europe évidemment. À la une des journaux, on parle d'Einstein et de ce truc qui est plus ou moins bien expliqué, parce que tout le monde ne comprend pas encore très bien la relativité générale. Et à l'époque, Einstein vivait à Berlin. Il s'était séparé de sa femme D'accord. et de ses deux fils qui vivaient, eux, à Zurich. Et donc, le deuxième fils, il voit son père à la une des journaux. Mhm. Et il lui écrit pour lui demander « Papa, pourquoi tu es célèbre? Qu'est-ce que tu as fait ?» C'est la première fois. Ouais, et Einstein a répondu... Einstein n'est personne à ce moment-là. Enfin, personne. Il est connu des physiciens, Voilà. mais pas du grand public. Ouais. Et il répond une lettre qu'on trouve au musée Einstein de Berne. Petite lettre, mon fils, quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne se rend pas compte que la feuille est courbée. Moi, ton père, j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir, la courbure de l'espace. Donc le scarabée, c'est ça. S'il avait choisi, je sais pas, un escargot, l'escargot, à mon avis, peut sentir la courbure. Ouais. Donc une fourmi, ouais. Même l'être humain. Ouais. Donc je suis content qu'il ait choisi le scarabée. Dans votre parcours, après on ira monter au ciel. J'ai deux petits problèmes à vous soumettre. Dans votre carrière, d'abord il y a le chorizo. C'est pas un problème. Ah, Ça oui, m'a vous- valu des ennuis, mais c'est Oui. pas... Bah, oui, Vous le avez, chorizo, alors j'explique pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette histoire, vous avez publié sur Twitter une photo d'une tranche de chorizo en faisant croire qu'il s'agissait de l'étoile la plus proche du Soleil. Oui. Prise en photo par le nouveau télescope spatial Voilà. qui s'appelle le JWST. Et vous vous êtes excusé, j'ai trouvé ça dommage que vous vous Alors, excusiez. Bon, C'était une blague, évidemment. c'était un canular comme il y en a beaucoup. Ce canular, je ne l'ai pas inventé. Le chorizo, il avait déjà été utilisé pour des canulars en 2018 Ouais. par un gars qui s'appelle Castle Miller. Et cette photo du chorizo, moi je pensais que tout le monde la connaissait. Ouais. Donc c'était une blague dont je pensais qu'elle serait vite identifiée comme blague. Et je disais, oh c'est incroyable, Proxima du Centaure, cette étoile est à 4,2 années-lumière et on la voit Comme si elle était avec là. des détails incroyables. D'ailleurs, on est obligé de prendre du chorizo parce que il faut de l'orange et du rouge. Ouais, ouais. Le saucisson lyonnais, ça marche pas. Ouais, Les taches bien blanches, c'est sûr. pas crédible. Et je disais, c'est incroyable, etc. Et je m'attendais à ce que ce soit vite repéré comme tel. Et puis au bout de 3/4 d'heure, je vois que ce tweet-là, il a une activité anormale. Il y a beaucoup de likes. Ouais. Mais je ne sais pas si like, ça veut dire Ouais. qu'on aime le canular ou qu'on aime l'information l'info. qu'on croit vraie. Bon. Et donc j'ai publié un démenti en commentaire. Oui, Et les gens ne lisent pas les commentaires. non, J'ai dit, foutu. selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant
de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. C'était clair. Oui. Et puis le lendemain matin, un copain m'a dit que sur BFM, sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, on annonçait la découverte d'une nouvelle étoile. Et là, c'est parti en vrille. Ouais. À l'international. À l'international. Et j'ai pas compris, c'était au tout début du mois d'août 2022. Moi, je venais de perdre mon père, donc j'étais pas dans les meilleures dispositions. Et moi, je voulais simplement montrer qu'une image de science, souvent, démontre le contraire de ce qu'elle montre. Il faut donc se méfier. Et une fois qu'on a compris que c'était un canular, on interroge ses propres biais cognitifs. Donc c'est pédagogique un canular. Il y a des gens qui ont dit mais c'est une fake news. Mais non, une fake news, on ne dit pas que c'est une fake news. Non. Il y a des sociologues américains qui ont réclamé que je sois licencié au motif que j'avais porté atteinte au crédit de la science. Mais en fait, moi, je ne ferai plus de canular. Mais pourquoi vous êtes excusé? Alors, parce qu'il y a des gens qui c'était sont... faux, parce que je de voulais... s'excuser. Il y a des gens qui m'écrivaient qu'ils avaient été blessés, qu'ils me faisaient confiance. Vous suivez Ouais, non, la morale de l'époque. On m'a repris. Alors, je me Non, suis mais que vous excusé. disiez que c'était un Parce qu'il y a des gens qui canular. étaient traumatisés. Ah bon? Et moi, je me suis excusé parce que des gens se disaient traumatisés. Oui, mais Ensuite, on m'a aujourd'hui, tout le monde attaqué est parce traumatisé. que je m'étais Excusé. Je me suis dit, bon, cette histoire m'a complètement dépassé. Ouais, Et j'ai jamais eu autant de demandes d'interviews dans toutes les langues. ouais. Et d'ailleurs, si quelqu'un a du temps et est polyglotte, il faudrait que les gens lisent tous les articles sur le canular, Ouais. dans toutes les langues, pour voir comment il a été reçu dans les différentes cultures. Ah oui? Ouais, parce que moi, je sais que les Japonais ont bien rigolé. Les Américains, pas trop, vraiment. Il y a ouais. une émission de CNN. Et les Français? Les Français, mitigés. Et les Espagnols? Les Espagnols m'ont remercié. Il y a des Lyonnais qui m'ont reproché de ne Ouais, pas avoir mais choisi vous avez cette dit, je solution. ne pouvais Bref. pas, c'était... Bref, ça m'a complètement dépassé. Mais je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut truquer les images comme on veut. On y va? On y va. Parce qu'on a un dernier lieu à visiter. On est déjà venu avec Riyad au prochain lieu où on va, mais il faisait pas beau. Qu'est-ce que Alors je fais, c'est moi un problème. Il est en bas, votre sac, Ah, je crois. Ouais. Il en jette, hein, cet amphi, quand même. Enfin, tous les amphis en jettent. Non, il est magnifique. J'ai mon deuxième sujet sensible à évoquer avec vous, parce qu'on retrace tout votre parcours. On vous a accusé, et je crois que ça vous blesse, ça vous a fait du mal, Ouais. de plagiat. Ouais. Alors ça, c'était dans mon livre sur Einstein. Gros article dans l'Express. Au début, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et en tenant compte de toutes les phrases qu'on m'avait accusé d'avoir plagié, on a changé 22 lignes. C'est un livre de 256 pages Ouais. avec 7 auteurs dont des morceaux de phrases avaient été volés. Et alors? Alors moi, j'ai rien contre ça. Mais vous voyez, si cette règle fait jurisprudence, Oui. vous imaginez ce que ça donne? Il n'y a pas beaucoup de livres qui vont résister. Ouais. Et je ne parle même pas de ChatGPT. Et- Cela dit, moi j'ai plaidé coupable. Vous le saviez ou vous Ah non, vous non. n'avez pas fait exprès que... Par exemple, quand je parle du ciel bleu comme un miroir sans teint d'une infinie transparence, Ouais. c'est le Bachelard. Mais je ne le sais pas. Parce qu'en fait, j'ai rééduqué ma voix en lisant du Bachelard et d'autres auteurs à voix haute. Et il y a des phrases. Ouais. Enfin, je ne sais pas y excuse, hein. C'est juste qu'on a tous une bibliothèque neuronale, comme dit Pierre Michon. Alors, 22 lignes sur un ouvrage de plus de 200 pages, c'est ça? 256. Ouais. Ça veut dire qu'on a voulu se payer votre tête? Moi, oui, moi, je n'accuse pas Oui. Parce que vous ne en savez pas. l'absence de celui que j'accuse. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a une dissymétrie entre l'attaque et la défense. Vous avez dit... vous Et d'ailleurs, posez une depuis question, alors. cette époque, Oui. je ne lis jamais d'articles dans lesquels on attaque quelqu'un. Quelle que soit la personne Vous avez attaquée. trouvé ça terriblement injuste pour vous? Parce que, ouais, voilà, c'est pas mon truc. Là, je vois que vous faites attention, là. Hein. Ah bah là, Il y a des notes de bas de page. je cite, mais en fait, j'ai toujours beaucoup Mais cité. est-ce que vous avez
d'une certaine manière, pris conscience de certaines choses sur ce que vous représentiez, sur la manière de faire Non, votre pour travail? dire la vérité, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi c'est venu. Oui. Et en fait, pendant cette période, j'ai découvert, c'est là que je peux aussi parler de catabasse soteriologique. Ouais. J'ai découvert des ressources que j'ignorais avoir. Parce qu'en fait, quand vous êtes attaqué comme ça, le ciel vous tombe sur la tête, hein, vous ne savez plus où vous êtes. Et si vous n'avez pas une certaine, même simplement une capacité à dormir, rien que ça. Donc, Quand on est un scientifique... mais moi, j'aime bien qu'on m'en parle. Ah bon? J'aime bien qu'on m'en parle comme vous. C'est-à-dire? Ben, en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on vous en a Moi, ça ne me parlé. gêne pas qu'on m'en parle. Ouais. Parce que souvent, c'est dans le dos. C'est-à-dire, on fait un papier sur vous? Non, on en parle. Mais est-ce que dans un milieu, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, les scientifiques, bon, ça a été un peu différent avec le Covid, avec les médecins, mais les scientifiques n'ont pas vocation à devenir célèbres, hein, globalement. Non. Est-ce que vous, qui étiez connu, qui avez une voix, qui porte, qui est entendu, écouté dans les médias, eh ben ça gêne? En l'occurrence, Parce qu'il y a des métiers où ça gêne pas, c'est le but de se montrer. Ouais. Bon, je ne crois pas que ce soit ça la cause de l'attaque. d'accord. C'est plus perso? En tout cas, ça vient d'un autre milieu. D'accord. Mais ça pose. Et donc, alors, on écarte cette question des accusations de plagiat. Mais Est-ce que votre on est connu, notoriété regardez, peut gêner dans le monde prenez universitaire l'ensemble des gens scientifique? connus que vous connaissez. Oui. je veux dire. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que tous sont à un moment ou à un autre attaqués? Ah oui, à 100%. Moi, on aurait pu m'attaquer sur le fait que, je ne sais pas, je ne paye pas mon loyer, ou je triche à ceci. Vous ne payez pas, vous payez? Non, c'est justement. Vous je payez paye. vos impôts? Je pense qu'on n'a trouvé que ça. Oui. Je m'en sors plutôt bien. Ouais. Des messieurs nous attendent. Ah, Bonjour messieurs. Ah. Bon, nous, on se Messieurs. connaît. mais je ne savais pas que je Thibaut. faisais travailler des gens le soir. Moi, je pensais que je serais tout seul. Bonsoir. 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 On ne Enchanté. travaille pas, on est bénévole. Donc... Ah, vous êtes bénévole. Vous Des êtes de la messieurs de la- SAF? Oui, C'est vrai? C'est vous qui gérez le. c'est l'observatoire La et petite. l'atelier, pour moi l'atelier d'optique. Ah oui? Et alors, j'ai vu qu'on pouvait faire des observations 2 jours par semaine, c'est ça? L'observation publique, Ouais. ou un petit peu plus quand les conditions sont bonnes. Les conditions sont bonnes, c'est-à-dire. C'est-à-dire Pollution que si, lumineuse. La pollution lumineuse, ça ne changera pas beaucoup. Ouais. Elle est là, sauf à faire une coupure de courant pour ne pas améliorer grand-chose. Ah ouais? Mais c'est surtout la couverture nuageuse qui nous Ouais, gêne. ouais. Alors, Vous est-ce que allez ce voir, soir, il y a des... Ça a l'air pas mal. Ça a Ah, l'air parce pas qu'on mal. est venu... C'est un 153 mm, c'est ça? Oui, Le diamètre? le diamètre, c'est une lunette de 2,30 m de focale, 153 mm divisé. Et donc, c'est combien de soirs par an, par exemple, où le ciel est tel qu'on peut voir les anneaux de Saturne? Alors, Quand Saturne est là? Quand Saturne est là, oui. Oui, Elle est déjà. visible. Ça dépend de la météo. Là, l'année dernière, ça a dû être une vingtaine, une trentaine de jours. Ah, c'est pas mal. À peine. C'est pas C'est mal. très peu. C'est catastrophique. L'année dernière a été catastrophique pour nous. À cause de la météo? Oui, La météo de la météo. Et donc là, ce soir, on est potentiellement dans les 30 jours. on va vérifier. On va aller voir. On va aller voir. On prend l'ascenseur. Bon, après, je vous mettrai chacun à votre tour parce que on va commencer avec vous. On va quand même parler un petit peu des miroirs rapidement parce qu'on est venu avec Jamie Gourmaud. Ici, on a commencé l'émission ici, sauf qu'il faisait pas beau, il pleuvait. Donc on n'a jamais ouvert. On n'a même pas pu ouvrir. Ah. Donc ce soir, on espère l'ouvrir. Mais c'est marrant parce que moi, cet observatoire, je le connais bien parce que j'étais lycéen de l'autre côté de la rue. Là. Donc quand on sortait du lycée, on voyait le truc. Mais j'y suis jamais allé. Ah bah je suis On n'avait content. jamais fait de TP. Non. Non. Non, on est allé à faire. l'Observatoire de Paris. On y va, messieurs? C'est pas la même échelle. Allez, on vous suit. Oui, oui. On prend l'ascenseur, Riyad. Et vous êtes là combien de soirs par semaine? Pour moi, je fais 2 soirs par semaine pour animer l'atelier, pour fabriquer les miroirs. Vous polissez? Je polis. Je fais polir les autres surtout. Mais il y a un miroir, pourquoi il faut en polir d'autres? Ah, mais moi j'en ai 3 et que je fais tourner à des diamètres différents. Ah oui? Et surtout, c'est qu'on enseigne l'art de polir les miroirs à tous les amateurs qui viennent à l'atelier. Vous le faites à la main? On fait tout à la main. Quel étage, messieurs? 5e. 5, c'est... Il va avoir un... Comment ça s'appelle? Un doigté, non? Pas du tout. C'est un... Il faut juste de la motivation pour le faire. Je peux vous dire qu'il faut frotter. hein. Oui.
Ah, c'est ça, hein, les avant-bras, quoi. Avec les gros diamètres, oui, les petits diamètres, ça passe très facilement. Il a été construit quand ce télescope? Première lumière en 1900. 1900. 1900, tout rond, Ouais. plus d'un siècle. Et la lunette qui est en place, c'est la Société astronomique de France qui l'a mise en place dans les années 70. Et c'était une lunette qui était avant au siège de la SAF, à l'hôtel des sociétés savantes. Donc quand Marie Curie enseignait ici, à partir de 1906, il y avait la lunette. Ah, tout à fait. C'était pas celle-là. Mais il y avait même deux coupoles en service à cette époque-là. On va pouvoir rentrer en partie Là, astronomie. j'y vais. Voilà, non, c'est la salle de Foucault qu'on va monter au premier étage. Je passe devant. Là, c'est les fondateurs. Hein. Tout à fait. Alors, Féministe, la première épouse, féministe et pacifiste. On monte, messieurs? de Gabriel Flammarion. Ah ouais. Et Gabriel, par rapport à Camille, c'est... Première épouse. Camille Flammarion est le frère aîné de l'éditeur. Ah, génial. Et donc, son frère cadet est plus célèbre. Donc on va faire rapidement dans la salle. Là, vous êtes dans la salle d'ébauchage. Ouais. C'est ici qu'on transforme un bloc de verre en l'érodant avec des abrasifs pour le rendre sphérique, dépoli mais sphérique. Et après on bascule dans la salle qui est à côté. Allez-y, je vous en Ouais, prie. ça, Moi, je c'est- connais. Hein. Ça, c'est les selles. C'est quoi le carbo? C'est le carboronium, c'est les abrasifs comme du Ah papier ouais. de verre. Donc il y a plusieurs diamètres, c'est ça? De plusieurs grains, oui. Oh, plusieurs diamètres. Ah, c'est génial. Donc, ici, il y avait aussi un observatoire. Hein. C'est bien, C'est la bien coupole ça. méridienne Alors, ici. vous me Oui, confirmez? C'est la coupole méridienne qui a servi à construire les cartes. Et donc ça, c'est une salle qui est normalement interdite au public, qu'on réserve vraiment qu'aux polisseurs, pour des problèmes de contamination de miroirs. Ouais. Et dans le milieu des astronomes et des polisseurs de miroirs, elle est quand même assez emblématique. Elle a une réputation depuis plus de 60 ans, où on polit des miroirs ici. En fait, c'est un métier, polisseur de miroir, non? Il y en a 3 polisseurs de miroirs en France. Non, Non, moi je suis un amateur, des professionnels. des professionnels. Et c'est pas robotisable? Ça l'est, mais ça, à la Réosque, ils font ça Ouais. pour des grands miroirs, avec Ouais. des ordinateurs et tout, Ouais. mais ça vaut une fortune. Ouais. Donc c'est totalement exclu pour les amateurs. Donc pour nous, voilà, pour les amateurs, c'est une salle qui paye pas de mine, mais qui est quand même assez emblématique. Vous nous remontrez ce que ça donne à la fin, Laurent, quand même, peut-être? Vous en avez... Est-ce que vous en Non, avez j'ai un? pas préparé du tout. Ah, vous en avez pas? Et alors ça, c'est quoi, par exemple, ici? Ça, c'est les outils. Ah oui, c'est les outils, c'est ça. Ça, c'est un outil de 200. Mhm. Et là... Ah, il est Ne le coincé. sortez pas, vous embêtez pas. Non, non, je vais en sortir un pour montrer la taille. Un miroir de 400. Donc c'est l'outil qui nous sert à travailler, pour D'accord. donner une idée du diamètre. Parce que moi, j'avais lu que le miroir actuel, c'est 153. Hein. La lunette, oui, c'est La lunette. 153, c'est plus petit que ça. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous lisez le Figaro. C'est un bon journal, il est bien épais, bien Ah oui, grand. d'accord. Voilà, il est bon. ça plaira à nos patrons, en tout cas. Ils le savent peut-être pas que c'est un argument de vente. Non, mais c'est vrai, la qualité du papier. Ça coûte cher, le papier, aujourd'hui. Merci beaucoup. On monte à l'étage. Vous montez à Patrick vous l'étage, attend là-haut. Patrick vous attend, il a Hop. déjà tout préparé. Parfait. Je récupère le micro. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hop. Et là, on monte au 7e ciel. Je suis content de vous emmener dans un endroit que vous ne connaissez Ouais. pas, un endroit scientifique. Est-ce qu'on peut allumer la lumière peut-être? Oui, là. Hop, ici. Parfait. Première étape. Encore. Ouais, mais alors attendez, on va quand même faire un petit point sur la vue là. Regarde, est-ce que tu arrives à coller la caméra sans. La tour Eiffel. Ouais, la tour Eiffel est de l'autre Oh, c'est côté. incroyable. Oh, la rue Saint-Jacques.
la tour Saint-Jacques. Regarde, regarde. Je t'ai ouvert la fenêtre. On voit le Sacré-Cœur au fond là-bas. J'aurais dû vous proposer qu'on aille aussi voir la tour Saint-Jacques. On peut pas tout Avec faire. la statue de Blaise Pascal. On monte? Ouais. Allez. Non, c'est une vue incroyable. Je parle pas de la vue du ciel. Hein. La vue à Paris, c'est incroyable. Ouais. Vous allez voir. Allez. Il fait chaud hein, quand on monte. Ah oui, ça va pas durer. Magnifique. Alors attendez, je vous mets le micro. Génial. Hop. Riyad, est-ce que ça marche le micro? Un petit signe. Hop. Voilà, bienvenue dans la coupole, dans la grande coupole de la Sorbonne. Vous êtes à 49 mètres au-dessus de la rue Saint-Jacques, qu'on ne verra pas bien sûr. La dernière fois que vous étiez venu, on n'avait pas pu ouvrir le cimier. Il pleuvait à verse et il aurait plu dans la coupole, ce n'était pas possible. Et là, on a un beau ciel étoilé, et on voit plusieurs planètes. On a actuellement en particulier Jupiter et Mars qui sont bien visibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer que là, Oui, mais justement, ça permet... je vais avoir besoin de vous, Ah oui. voire même de vous deux. Parce Alors, que oui, montrez-nous. la lunette est motorisée, vous D'accord. entendez son moteur, il y a un moteur d'entraînement qui permet de compenser la rotation de la Terre, mais pas la coupole elle-même. La coupole elle-même, là vous avez le mécanisme d'origine de 1900, il n'y a guère que les croisillons en bois qui ont été changés, Ah ouais. sinon c'est Donc le là, mécanisme d'origine. ça nous permet d'ouvrir ou de faire tourner? Les deux. Ah oui, d'accord. Les deux. Alors là, si on tourne Elle est ici déjà avec ouverte, Étienne- je vais vous demander de tourner dans l'autre sens. Alors allez-y, Et Étienne. venez Étienne s'il vous plaît. Alors, ah oui, là, on est en train de le décaler, vous voyez? Et là, vous allez découvrir Jupiter qui est juste en face de la lunette. Ah ouais, c'est un sport. Ça y est, je commence à la voir. Ah, là, on ouvre encore un peu? Là, c'est bon, c'est Là, c'est parfait. Ah oui, alors là, Étienne se rue sur le... Ouais. Et Donc, vous c'est- avez bien raison, allez-y. je vais vous laisser la place. c'est du bas. Hein. Alors ça, c'est une lunette, hein, c'est ça? C'est ce qu'on appelle une lunette. Il y a une Oui. différence avec le télescope. Et oui, la différence, c'est en fait le procédé qui sert à grossir. Donc Génial. là, ce sont que des lentilles, on n'utilise que des lentilles. Alors peut-être qu'il faut améliorer la mise au point. Ouais, moi, je vois très bien là. Vous voyez bien sans lunettes, parfait. Ah, disons que c'est mieux avec lunettes, mais je suis étonné de voir assez bien sans lunettes. Alors là, vous voyez Jupiter Ouais. avec 4 de ses lunes, 4 satellites. 4 satellites, Ouais. et Deux vous, très proches, l'un de l'autre. l'un de l'autre. Ouais. Et alors, je vais vous poser une question, vous allez me dire, est-ce que c'est possible pour Riyad de le voir avec la caméra s'il le colle ou c'est trop compliqué? Riyad, c'est compliqué. Il Hein. peut essayer, mais ça Ah, va être alors, très je vais- compliqué. je vais regarder avant. Ça va être très compliqué. Oui, Galilée, Vas-y, Riyad, Galilée, essaye il voir. avait un grossissement de 7, Voilà, et là on a un Oui. grossissement de 60. 60. Donc vous voyez ce qu'a vu Galilée Ouais. dans de meilleures conditions. Oui, bien sûr. Riyad, C'est incroyable tente quand quelque il a- chose. Moi, j'ai Alors- lu, vous avez lu ces Bien sûr. notes C'est fantastique. incroyables. C'est fantastique. Et il a suivi ce que vous avez vu, il a suivi nuit après Ouais, nuit. pour voir comment ça Et va. nuit après nuit, vous avez vu, les 4 lunes sont quasiment alignées. Ouais. Et elles restent quasiment alignées tout le temps. À Alors, peu il y en a près qui alignées. disparaît. Et il y en a qui peuvent disparaître, passer devant ou derrière. Qu'est-ce qu'il faut que je Est-ce fasse que ce que voit de temps en temps Riyad, la TAC, c'est ça ou pas du tout? Alors, il met un œil dedans pour voir. Ceux qui nous regardent, mais pas mal le cœur. Ouais, alors, on l'a vu vite fait, il a dit. Ah, Ouais, c'est compliqué. ah, c'est à très voir. très difficile. Il faut venir ici. Il faut, Attendez. ou alors vraiment avoir une caméra Alors, accouplée comment au vous télescope expliquez que pour le voir. quand on regarde une planète avec une lunette, Jupiter, une autre, il y a une émotion qui n'a rien à voir avec l'émotion qu'on ressent quand on voit une photo Ah oui, ça, dans c'est- un livre. Ah oui, ça on vient l'a d'où vu, hein. Mais déjà de la réussite, d'avoir réussi à pointer la planète, Parce que d'avoir c'est pas ce réussi que à j'ai la, fait, moi, à la c'est vous qui l'avez viser. fait pour nous. Et puis c'est moi qui l'ai fait Et quand pour, on la pour voit, vous. ça... Vous avez tourné la coupole, parce qu'entre-temps, entre le moment où on s'est retrouvés, la Terre a tourné, il a Ouais. fallu tourner la Ouais. coupole à la main. Et puis après, vous avez les planètes, les étoiles, il y a une luminosité, ça fait vraiment un sentiment, c'est des petits joyaux que vous observez. Alors Ouais. que si vous regardez un magazine avec de superbes photos, l'aspect petit joyau
n'est Bon, n'est moi, je plus suis quand aussi même ému marquant. par les images du JWST, là. Je ne parle pas du chorizo, mais par exemple, les exoplanètes là, qu'ils ont identifiées, là, vous avez vu, hein. Oui, bien sûr, oui. Ah, c'est fantastique. Est-ce que tout ça, c'est le début de notre émission, c'est notre monde? Et non, justement, la lunette, Ouais. c'est une façon de sortir du monde, pour voir ce qui se passe ailleurs. Mais notre monde va jusqu'où? Est-ce que Mars, c'est encore notre monde? Est-ce qu'on peut le comprendre Ah, c'est une bonne question, mais moi je dirais que Mars c'est encore notre monde. Ouais. 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 Mais aujourd'hui on est capable de voir le ciel depuis l'extérieur de l'atmosphère par des télescopes spatiaux. Donc il y a des objets qui sortent du monde pour voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on sera un jour en capacité de faire sortir nos corps, de transporter On l'a déjà physiquement? fait, on est allé sur la Lune. Ah oui, mais de les faire sortir de notre monde. Parce que pour vous, la Lune, c'est notre monde. Moi, je ne crois pas qu'on ira, je pense que vous êtes d'accord, on n'ira jamais sur une exoplanète. On ne se pas avec clair. nos corps, elles sont trop loin. Et je pense, je le dis dans le livre, je pense qu'on est terrien avant d'être humain. C'est-à-dire que si on va vivre ailleurs dans des conditions physiques très très différentes de celles qu'il y a sur Terre, peut-être qu'on peut survivre, mais psychiquement, on va perdre les grandes propriétés qui font notre humanité sur Terre. Quand vous regardez, je vais vous laisser regarder, Étienne. Moi, j'adore. Allez-y à nouveau. Et en Et fait, tout ce qu'on voit, c'est très noir, Étienne. Est-ce que c'est si noir que ça? Parce que vous en parlez, là aussi, dans le livre. Ouais. Non, mais le ciel n'est pas noir la nuit. C'est notre regard qui assombrit le ciel. C'est parce qu'on n'y voit pas grand-chose, en fait. On ne voit pas le rayonnement infrarouge, on ne voit pas les phénomènes violents qu'il y a dans le ciel. Par exemple, il y en a là. ouais, c'est très violent. Il y en a beaucoup. Jupiter est une planète extrêmement violente. Ouais. Et On ne voit pas sa violence. Vraiment, On voit pas on ne sa la voit violence. pas. Voilà. C'est-à-dire? Et c'est des milieux un peu turbulents, il y a des orages. Ouais. Et par exemple, il y a 15 jours, on a annoncé la détection au fond de la mer Méditerranée, au large de la Sicile, d'un neutrino qui a une énergie bien plus importante que toutes celles qu'on a pu produire. Un neutrino, c'est une particule élémentaire, qui a quasiment une masse très faible. Et elle a été détectée avec une énergie égale à celle d'une balle de ping-pong lancée à grande vitesse. Une seule particule a l'énergie d'une balle de ping-pong. Donc ce truc-là vient d'une autre galaxie que la nôtre. On n'est pas capable d'identifier les processus qui engendrent de telles énergies pour des particules. Pardon. Mais on sait que c'est des processus extrêmement violents. Donc le ciel qui apparaît comme un modèle de stabilité, le cosmos grec, sur lequel on va s'appuyer pour baser la pensée rationnelle. Imaginez que les Grecs, Platon par exemple, aient vu le ciel violent qu'on voit avec les détecteurs d'aujourd'hui, toute la philosophie grecque en aurait été changée, et donc toute l'histoire de la pensée. Donc c'est ça qui est chouette dans l'époque actuelle. C'est qu'on sort de plus en plus de monde, enfin, on sort de plus en plus hors du monde, et on a de plus en plus accès directement à l'univers. Sachant que ce sont les mathématiques qui sont la fusée permettant de sortir. Grâce à elles, on peut prédire l'existence de nouveaux objets physiques. Cet extérieur, est-ce que c'est la plus grande énigme de l'humanité? Ça s'apparente à Dieu, quoi, finalement. Bah, Dieu, je ne dirais pas que c'est une énigme, plutôt un mystère. Là, on a affaire à une énigme, mais on progresse. Hein. Ouais. On avance. Mais regardez ce qu'on sait aujourd'hui sur l'univers, par rapport à ce que savait sur le même sujet Einstein en 1915. En 1915. Donc c'est pas de savoir si la Terre est ronde la plus grande énigme. Bon, on provoque. J'ai une question là-dessus, pardon. Oui. Dans ce que vous avez vu, moi je rebondis sur, vous parlez de monde turbulent. Jupiter est extrêmement turbulent par les vents, par la radioactivité qui règne, les émissions radio. Et des 4 satellites que vous avez vus, les scientifiques sont à peu près convaincus que 3 d'entre eux contiennent un océan souterrain, sous la banquise. Et ces océans souterrains sont potentiellement des zones où la vie pourrait s'être développée. Est-ce qu'elle existe encore? On ne sait pas. Et quelle vie? Certainement très différente de la nôtre, très certainement. Vie bactérienne. Bactérienne peut-être, ou des organismes extrémophiles de toute façon. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'argument consistant à dire qu'il y a tellement d'exoplanètes que statistiquement, il est très peu probable qu'il n'y ait pas de vie ailleurs? Moi, je ne suis pas complètement convaincu.
Parce que toutes celles qu'on voit sont d'une diversité incroyable, ont des histoires singulières. Même la Terre, elle ne ressemble pas aux autres planètes du système solaire. Et rien n'interdit de penser, c'est pas une preuve, hein, que la Terre est vraiment très spéciale. Je ne dis pas unique, mais très singulière. Oui, et je crois que c'est une idée qui effectivement fait son Elle chemin commence pour à l'instant. Parce qu'on se percoler. rend compte que la Terre a énormément de singularités, ne Ouais. serait-ce que la présence de la Lune Ouais, qui la a Lune stabilisé ouais. sa rotation et stabilisé les saisons. Ouais. Et donc aujourd'hui, les exoplanètes, on voit des mondes différents dans lesquels le mot saison ne s'applique plus. Ouais, quoi. ouais. On a beaucoup parlé du doute depuis tout à l'heure avec Étienne. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici et qui doutent de ce qui peut se passer là-haut, de ce qui se passe autour de nous? Et je provoquais Étienne, mais sur la rotondité de la Terre. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici et qui se disent « Tiens, je vais avoir la preuve ». Ce que j'ai vu, moi, c'est vrai que c'était rond, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent Rond, qui ça viennent peut être un disque. C'est vrai. Ah, vous avez tout à fait raison. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà demandé, quand je leur présentais des images sur mon petit écran d'ordinateur, en filmant en direct des occultations, qui m'ont dit, mais vous l'avez enregistré sur votre ordinateur, ce que vous nous montrez, c'est pas la vraie occultation. Et à ce moment-là, je leur dis, attendez, allez boucher le télescope, et puis regardez mon écran. Vous bouchez le télescope, l'écran devient noir, et voilà. Et là, les gens sont épatés, quoi. Et puis quand je leur dis, l'occultation aura lieu dans 1 minute, vous voyez l'étoile à l'œil nu, là vous la voyez dans le télescope. Et dans 1 minute, elle va s'éteindre. Et ça a lieu à la seconde près où c'était prévu. Là, les gens sont un peu interloqués. C'est la puissance des mathématiques qui permet de prédire ça. Et est-ce que vous, qui êtes, vous avez dit, un vulgarisateur, ces gens vous agacent ou au contraire, ils sont une source de défi? Par exemple, quand quelqu'un vous dit... Parce qu'on voit que 17% des gens, par exemple, pensent que la Terre, en France, n'est pas... Alors, c'est 17% des jeunes de 11 à 24 ans, c'est un sondage de l'IFOP, disent qu'il se pourrait que la Terre soit plate. Ils ne disent pas qu'elle est plate, ils disent que la question de la forme de la Terre n'est pas tranchée. Et là, évidemment, 17% c'est beaucoup. Donc on devrait en connaître tous. Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui pensent que la Terre est plate? Oui, moi j'en connais. Vous connaissez? J'en connais un, j'en ai connu un seulement. Oui, vous discutez avec lui? Vous essayez de le voir? Discuté, oui. Mais 17% c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Et il semblerait que le vecteur d'entrée du platisme, ce soit TikTok, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et en réalité, les gens qui savent que la Terre est ronde, ils le savent. Oui. Ils ne doutent pas. Mais très peu sont capables de dire comment on a su qu'elle est ronde. Et du coup, ça fragilise la connaissance. Si on n'est pas capable de dire comment une connaissance est devenue une connaissance dans l'histoire des idées... C'est-à-dire que je vais avoir du mal à argumenter face à quelqu'un qui me dit que la Terre est plate parce qu'il a vu des tonnes d'indices sur Internet. Je ne vais pas être capable de désamorcer ce qu'il me raconte. Et plus on a de preuves qu'elle est ronde, parce qu'on voit qu'elle est ronde, en fait on a su qu'elle est ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Et plus le platisme semble monter. C'est ça qui est pour moi très, très perturbant. Est-ce que vous étiez là quand il y a eu l'éclipse de lune à Paris, elle était parfaite. L'éclipse de lune, je ne l'ai pas vue. Pas celle-ci. Parce que à la pointe de la Bretagne, on pouvait la voir. Oui. À Paris, non. Parce que la lune était cachée quand elle est... Mais on a pu voir, je crour, un petit bout. En Amérique également. Même pas. Après, on a américain. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'ont vu les gens, moi qui n'y étais pas, c'est que la Lune est devenue rouge. Oui, elle est rouge parce que la lumière du Soleil, elle traverse l'atmosphère terrestre et elle rougit au passage. Tout à fait. Ça, c'est quand même génial. Et les gens, et le 25 septembre, il y a la prochaine, vous savez. Il y a la prochaine, oui. Et le 25 septembre, elle sera totale à Paris et visible. Et le 29 mars, il y a une éclipse de soleil, là par contre, une petite éclipse. On ne va pas la voir d'ici. Si. Les clubs d'astronomie vont sortir leur télescope. Le 29 mars oui, samedi prochain. Enfin, samedi, dernier samedi de mars. À midi. En tout cas, moi, je prends rendez-vous pour le 25 septembre, si c'est possible. Merci beaucoup, Étienne. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. C'était un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Moi, je vais remettre un... C'est pas tous les jours qu'on est reçus sous la coupole. C'était un plaisir également. On peut changer de couleur si vous voulez, grossir davantage et voir en plus de détails sur Jupiter. La vue est plus difficile, mais il faut la mériter. Donc la mise au point sera un petit peu plus complexe. Mais moi, je le mérite. Hein.